Madame Raphaël Simeoni, la directrice générale des services, hein, qui n'a pu donc se libérer pour ouvrir cette conférence. Donc, en son absence, j'introduirai rapidement. Elle nous rejoindra par la suite, pardon. Donc, je voulais d'abord remercier donc Monsieur Sellos pour sa présence ce matin et remercier aussi l'ensemble des agents qui ont répondu présents à cette première conférence Savoir partager 2022. Puisqu'on a eu 140 inscriptions à cette conférence. Hein. Je pense que le format hybride aussi, même si c'est compliqué techniquement, contribue en tout cas à l'ouverture de ce temps de partage au plus grand nombre. Alors ce sujet, il est en prise directe avec l'actualité qui ne se résume pas à la tragédie ukrainienne, hein, puisque effectivement, lundi, nous avons eu une alerte à nouveau des scientifiques du GIEC qui ont publié le deuxième volet de leur 6e rapport en nous alertant à nouveau sur les effets du changement climatique sur les sociétés humaines et les écosystèmes, ainsi que sur les moyens de s'y adapter. Les scientifiques ont encore insisté sur l'importance de protéger la nature menacée par les activités humaines et le problème auquel on assiste de plus en plus, c'est ce hiatus entre cette urgence climatique qui est assez largement partagée, puisqu'on a un sondage Ipsos qui a été publié ce matin qui indiquait que 8 Français sur 10 étaient inquiets pour l'environnement. Et je dirais dans le même temps, la difficulté d'agir, puisque ce même sondage indiquait que les mesures de correction sont souvent vécues comme punitives. C'est d'ailleurs ce que souligne le sociologue Bruno Latour, qui montre que malgré ce contexte angoissant, les mesures préconisées de réduction de notre impact climatique ont du mal à porter leurs fruits et sont de plus en plus perçues négativement par les citoyens qui font face par ailleurs à de nombreuses difficultés, notamment économiques. Ces mesures apparaissent coûteuses, contraignantes, en décalage avec les besoins quotidiens, au point que pour lui, la question qui se pose désormais, c'est sommes-nous encore capables de rendre la Terre habitable? Alors évidemment, c'est une question philosophique, on n'aura pas l'ambition d'y répondre ce matin, mais quand même, on a des raisons aussi d'espérer. Je rappelle que les collectivités s'engagent en la matière. On peut citer notamment l'action de la région, bien entendu, pour ce qui nous concerne, avec une volonté forte de concilier attractivité et aménagement durable du territoire, à travers le plan climat régional, bien sûr, à travers le SRADET également, qui donc propose de franchir un cap décisif dans nos pratiques d'aménagement, afin d'améliorer la résilience du territoire face aux risques et aux changements climatiques, afin de mieux prendre en compte également la biodiversité, les ressources, et se donner un objectif commun de diminution de consommation d'énergie et de consommation d'espace. Je rappelle qu'effectivement, puisqu'on parle du sol aujourd'hui, on a un objectif de réduction de 50% de la consommation foncière et à terme, donc, évidemment, l'objectif en 2050 de zéro artificialisation nette. Néanmoins, face à l'importance des enjeux, des défis, on a parfois le sentiment de manquer d'outils, de pistes d'action pour mettre en œuvre cette ambition. Et c'est là où, effectivement, la réponse que vous apportez, Monsieur Sellos, est extraordinaire, je dirais. Elle est extrêmement positive et porteur d'espoir, puisque vous nous proposez un regard radicalement nouveau, en repartant de la compréhension de ce qui se passe sous nos pieds, si je puis dire, ce qui y vit, des échanges, des flux énergétiques et chimiques, bref, de tout ce sol vivant que l'on ignore largement. Cette approche, elle s'appuie sur une connaissance fine des sciences naturelles et des services écosystémiques que la nature rend à notre Terre. Je rappelle que vous êtes professeur au Muséum d'histoire naturelle à Paris et que vous êtes donc un spécialiste des liens entre les champignons du sol, les racines, les plantes, une symbiose essentielle aux deux partenaires. Vos travaux nous ont intéressés car ils nous invitent à réfléchir plus loin que la préservation de la biodiversité et ils sont engageants dans de nombreux domaines en nous invitant à repenser nos pratiques agricoles, la gestion de nos sols, la nature en ville et plus largement replacer l'homme dans le monde des vivants. C'est donc avec un très grand intérêt que nous allons vous écouter tout en vous remerciant encore d'avoir accepté notre invitation. Voilà, je vais vous céder la parole désormais et inviter bien sûr une nouvelle fois tous ceux qui nous écoutent à couper vos micros pour éviter les problèmes techniques. Je vous remercie. Alors, d'abord, merci de votre invitation et merci de l'occasion de vous convaincre qu'au-delà des travaux qu'effectivement on connaît pour comme les travaux du GIEC par exemple, ou de l'IPBES, au-delà des travaux où les scientifiques alertent,
nos disciplines ne sont pas simplement des disciplines Cassandre, ce sont aussi des disciplines qui sécrètent des outils. Et il est temps de le réaliser, et j'aurai l'occasion de vous le dire en termes assez crus, il est temps de prendre ça en charge. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que ces outils existent. Et que la biodiversité, eh bien, c'est aussi quelque chose qui peut être un outil. Alors, partons d'un constat, c'est que notre lien à la biodiversité, il est nié et méconnu. Ça remonte très loin, hein, ça. Quand on feuillette Buffon, on découvre des pages assez étonnantes sur ce qu'est la nature. Vous avez ici un texte qui est un petit peu long, où on découvre qu'en fait, Buffon nous dit que quand l'homme ne gère pas la nature, c'est un bordel innommable et assez dégueulasse. La nature, vous voyez, qui partout ailleurs brille par sa jeunesse, là où l'homme cultive, là où l'homme entretient la forêt, pareil ici, là où l'homme n'a jamais résisté, pareil ici dans sa décrépitude, la terre surchargée par le poids, surmontée par les débris de ses productions. Oui, il y a des végétaux morts, par exemple, hein, des arbres morts, n'offre au lieu d'une verdure florissante qu'un espace encombré traversé de vieux arbres chargés de plantes parasites, de lichens, d'agarics, fruits impurs, de la corruption. Dans toutes les parties basses, les eaux mortes et couprissantes, faute d'être conduites et dirigées. Alors l'idée, c'est qu'effectivement, on est parti avec cette image du jardin en Europe. Un jardin qu'on doit entretenir. Et quelque part, ça veut dire que cette nature, elle est subordonnée à nous. Il n'est pas inscrit là, par contre, que nous, société, soyons aussi symétriquement subordonnés à la nature. C'est pas inscrit, c'est un jardin, et si on n'entretient pas, c'est un jardin de dégueulasse. Il y a d'autres pensées qui vont aussi nous abstraire de la nature. Je ne sais pas si vous avez réalisé ce qui se cache derrière le « je pense, donc je suis ». L'idée de Descartes, c'est qu'on n'est absolument pas sûr du message de nos sens. On n'est pas sûr de ce qu'on voit, on n'est pas sûr de ce qu'on entend. On sait qu'on le voit, on sait qu'on l'entend, mais on ne sait pas si vraiment ça reflète la réalité. Au fait, peut-être suis-je dans une grande illusion et n'y a-t-il pas autour de moi une salle de réunion? Je l'aperçois, mais est-ce qu'elle existe vraiment? Et de ce doute, Descartes va bâtir une certitude, c'est qu'au moins je le perçois. Et je suis en train de me poser des questions sur la qualité de cette perception. Donc la seule chose qui est certaine, c'est que je pense. Et ça, c'est la preuve que je suis. Mais c'est très auto-centré. C'est pas du tout l'idée que je suis parce que j'ai un lien au monde. C'est je suis en moi-même. Et ça aussi, c'est une pensée qui déconnecte du pourtour du monde. Donc on est issu, finalement, d'une vision qui déconnecte l'homme et la société, la nature, et si jamais il y a un lien, c'est un lien de subordination. La nature, c'est juste un truc à entretenir. Bien. Alors quand on est arrivé là, on n'a en fait pas vu le lien. Or, le lien, eh bien, il existe. Il y a un lien à la biodiversité, pour nous, qui est vivant et palpitant. Et c'est des mots que vous allez voir, on va incarner dans quelque chose de très puissant. Là. Ça, c'est un marché. Ben moi, je vois plein de biodiversité qui arrivent. Je vois d'ailleurs plein de liens des écosystèmes ont été produits. Je sais pas moi, les tomates, les pommes, je crois que c'est des fruits de mer à droite. Moi, je les vois ces liens. Enfin, je veux dire, quand moi je me promène là et que j'achète, je fais mes courses, non seulement j'ai un lien à ces objets de la biodiversité que je vais manger, qui vont créer un flux de matière et d'énergie depuis les écosystèmes dont ils viennent vers moi. Mais en plus, je deviens de fait un acteur de ces écosystèmes, au fait. C'est-à-dire que non seulement ces écosystèmes rentrent en moi, dans ma plus profonde intimité, celle du fonctionnement de mes cellules, mais en plus, moi je suis un acteur de ces écosystèmes, parce que quand j'achète ça, ben, je valide la façon dont ces écosystèmes sont gérés. Ça continue avec l'exercice intellectuel du frigo. Faites ça, méditez devant votre frigo, essayez de vous représenter. Ça fait sourire, mais parce que justement on ne le fait pas. Mais il faut absolument passer 5-10 minutes devant son frigo à se représenter d'où viennent chaque élément. Alors, je sais, quand vous regardez ce frigo, vous vous dites ah bah oui, il y a des écosystèmes agricoles. Bon, il y a aussi des bouts d'océan, des bouts de... vous n'avez pas tout vu. Dans quel écosystème ont été produits les emballages de ces produits? Au fait, ce sont aussi les écosystèmes auxquels vous êtes liés, et il y a là-bas une biodiversité qui peut être affectée ou pas, tout dépend comment c'est fait, par la production du carton, la production du verre, et puis regardez bien le frigo en le refermant, parce que le frigo aussi il a été produit quelque part au pluriel d'ailleurs. Et donc, nous sommes profondément entourés, nous sommes finalement dans toutes les espèces vivantes, probablement une des plus connectées à de la biodiversité et à des écosystèmes variés. Et ça peut nous toucher. Alors, je vous emmène dans un endroit d'où viennent vos fleurs. On part en Hollande.
d'accord? Alors c'est ravissant, bon, la photo est un peu retouchée, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'horticulture là-bas, on produit pas mal des fleurs qui vont finir par orner le salon. Bon. Le problème, c'est qu'il y a souvent des Aspergillus fumigatus qui s'attaquent à ces cultures-là, et dans les cultures florales, on utilise énormément de tébuconazole, un antifongique qui n'est pas très dangereux pour l'homme, justement, et qui par contre permet de protéger les cultures contre cet Aspergillus. Sauf qu'à force d'en mettre, eh bien, petit à petit, il va se poser un problème. Oui, parce que Aspergillus fumigatus, des fois, fait fausse route. Il peut rentrer dans vos poumons et déclencher une aspergillose invasive. C'est quelque chose qui arrive quand même à pas mal de gens. Vous voyez qu'on est sur 1 demi-million de cas par an dans le monde, et c'est plutôt des gens immunodéprimés, mais pas que. Et en tout cas, 10% des individus immunodéprimés ont une chance d'avoir à un moment une aspergillose invasive. Pas grave, on traite au tébuconazole, je dis, c'est pas grave, c'est pas dangereux pour l'homme. Et c'est résolu, sauf que, aux Pays-Bas, hier, les tébuconazoles permettaient de guérir 60% des cas. Aujourd'hui, il y a de la résistance qui s'est développée, et les aspergillus qui gagnent nos poumons, ils viennent de sols où ils ont été sélectionnés pour résister au tébuconazole. 9 infections sur 10 ne sont pas curables, et les infections pulmonaires aspergillus non curables, c'est la mort, garantie. Donc, vous voyez que ce lien à ces écosystèmes et à ce qui vit dans ces écosystèmes, il finit par revenir vers nous. On aurait pu parler aussi de la résistance aux antibiotiques, utilisée en agriculture, mais maintenant c'est terminé en Europe normalement, ou en tout cas c'est beaucoup plus limité. Antibiotiques qui sélectionnent aussi des résistances, donc finalement, aujourd'hui 15 000 Français par an meurent parce qu'ils sont atteints d'une bactérie résistante aux antibiothérapies. Alors, ce que l'on voit là, et je vais commencer par ça, c'est que ce lien à la biodiversité, il peut nous abîmer. La biodiversité, c'est pas une bonne chose, c'est une chose. La nature, elle existe indépendamment de savoir si elle est bonne ou mauvaise. Hein? Et donc, ce lien à la biodiversité, il peut nous abîmer. Je pense que vous avez déjà vu cet organisme-là, même si vous ne l'avez pas vu en vrai, tout le monde aujourd'hui connaît la représentation des coronavirus. C'est de la biodiversité, hein, les coronavirus. Tout comme les quelques 400 nouvelles maladies humaines qui sont apparues, venues d'autres espèces depuis les années 50. Alors, toutes ne sont pas aussi graves que le coronavirus, le SARS-CoV-2, mais la biodiversité, c'est pas toujours bon. Bon. Mais souvent, les nuisances de la biodiversité s'exercent sur nous d'une façon assez indirecte qui, en fait, reflète nos actes de gestion. Alors, j'en avais déjà donné un exemple avec mon tébuconazole, mais je vais vous donner un exemple assez canonique. Il était une fois en Inde la plus grande population de vautours qui existe, les vautours shogun, qui forment une très très grande population en Inde, pour une raison toute bête, hein, c'est que là-bas, on a des animaux, et que ces animaux, quand on ne les mange pas, hein, les bovins, et donc quand ils meurent, les vautours prolifèrent en mangeant les carcasses, et ils nettoient le secteur. Alors, dans l'un des pays limitrophes, on a quand même une utilisation de ces bovins, c'est que ce sont des animaux de trait de transport, même si on ne les mange pas. Et comme ils sont souvent en mauvais état, on leur donne des médicaments contre la douleur, diclofénac, kétoprophène. Ces médicaments leur permettent de continuer à fonctionner, alors même que en fait, leurs articulations sont pourries ou que leur âge ne leur permet plus d'effectuer leurs tâches. Jusque-là, rien de bien grave. Sauf que, mes vautours qui mangent les carcasses, eux, ça leur détruit les reins et le foie. D'ailleurs, ce sont des molécules qui, quand on en abuse, même chez l'homme, peuvent avoir des effets justement hépatiques et rénaux. Donc en tout cas, le bilan, c'est que la population de vautours s'est complètement écroulée. Il n'en reste plus que 2%. Question, on peut dire, tant pis, il n'y a plus de vautours, voilà. Alors c'est un peu gênant pour certaines populations indiennes pour lesquelles il faut être mangé par un vautour pour boucler son cycle vital et passer vraiment dans l'au-delà. Mais alors vous allez dire, bon, c'est des représentations culturelles. Oublions ces gens qui ne peuvent plus effectivement exécuter leur rite funéraire parce qu'il n'y a plus de vautours, et venons-en au problème majeur, les carcasses. Qui s'occupe des carcasses? En fait, c'est des chiens. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, si c'est des chiens, c'est rangé, les carcasses sont traitées. Effectivement, hein, vous voyez qu'on est sur plus 5 millions de chiens en 20 ans, parce que, effectivement, ils remplacent les vautours dans cette niche écologique. Sauf que les chiens, ils ont la rage. Et la prolifération des chiens a entraîné la prolifération des cas de rage, avec 30 000 vies perdues par an,
et des coûts de traitement de 32 millions d'euros par an dans un pays qui pourrait utiliser ces 32 millions d'euros à bien d'autres choses en termes de bonheur et de bien-être humain. Voilà. Voilà où on en est. On a un geste qui revient par l'environnement sur la santé humaine. Un geste sur l'environnement qui revient finalement à travers une biodiversité modifiée. Et je dis bien modifiée. Plus de chiens, moins de vautours. Personne n'a disparu là. À ce stade en tout cas. Bon. Et donc voilà un cas emblématique qui a poussé un certain nombre de scientifiques et de décideurs à promouvoir le concept d'une seule santé. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ce concept, hein. L'idée, c'est que c'est un mouvement qui est né dans les années 2000, qui vise une approche un petit peu intégrée de la santé publique, animale et environnementale. À la base, c'est la convergence de 3 entités de l'ONU qui s'occupent de santé, d'agriculture et de santé animale, qui se sont dit que finalement, ils géraient les mêmes problèmes, alors même qu'ils étaient des institutions indépendantes. Et ils ont opéré leur convergence autour du concept de une seule santé, One Health, pour dire que finalement, il n'y a pas de santé humaine sans santé des animaux, sans santé de l'environnement. Alors, c'est à la fois génial et pourri. C'est génial parce que on commence à voir qu'effectivement, on a un lien au monde et qu'effectivement, ce qu'on fait dans le monde se répercute sur notre santé. Ça, c'est parfait. Par contre, ça porte singulièrement la marque de la construction de notre société. Il y a là des médecins, des vétérinaires et peut-être des écologues. Mais s'il y avait eu des écologues au départ, ils n'auraient jamais parlé de santé de l'environnement. Un environnement n'a pas de santé. La santé, c'est une propriété d'un organisme. Un environnement, il n'a pas de santé. Prenez le sol qui se trouve derrière, là. Déversez dedans des tonnes de métaux lourds, d'accord, mettez des hydrocarbures. Il va rester 3-4 plantouses et des tas de microbes qui arrivent à bouffer ces hydrocarbures en présence de métaux lourds. Demandez-leur si cet environnement est en bonne santé. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire que heureusement qu'il y a des métaux lourds et des hydrocarbures, parce que sans ça, il y aurait l'herbe et les microbes fixateurs d'azote et les champignons décomposeurs que moi je vois ou je devine dehors. Vous y êtes? La santé de l'environnement, ça n'existe pas en écologie. C'est un non-sens. Donc déjà, vous voyez que dans l'acte créateur d'une seule santé, il n'y a pas d'écologie. Et d'ailleurs, quand vous regardez qui la met en œuvre, qui en parle aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins, beaucoup de vétérinaires. C'est déjà un progrès, mais c'est toujours pas de l'écologie. C'est toujours pas de l'écologie. Et d'ailleurs, moi je suis désolé, en tant qu'écologue, je vois que dans les écosystèmes, bien sûr, il y a des hommes et des animaux, mais il y a aussi des plantes, il y a aussi des microbes. Tiens, vous avez vu tout à l'heure les microbes, les aspergillus. Donc je vois pas moi pourquoi il y a cette espèce d'hypertrophie de l'animal. Vous voyez, des animaux, des hommes et puis le reste. C'est très zoo et anthropocentrique. C'est toujours pas de l'écologie, mais c'est un premier pas génial. Vous voyez, je ne suis pas en train de dire que c'est nul, One Health. Je suis en train de dire que c'est dans la bonne direction. Mais c'est la direction qu'il faut suivre. Il ne faut pas s'arrêter là. Bon, pourquoi? Parce que finalement, et maintenant pour être plus positif dans le reste de cet exposé, le lien à la biodiversité, il peut nous aider. Et c'est vraiment là-dessus que je voudrais appuyer. Parce que là, on voit comment ça peut merder, et finalement, on convoque nos disciplines pour expliquer pourquoi ça ne marche pas, mais en fait, ça peut aussi marcher et nous aider, et je vais maintenant aborder un exemple de ça. Un anthropologue canadien, Jérôme Barkov, disait que la biologie n'est un destin que si on l'ignore. C'est-à-dire que ça nous pose des problèmes que si on ne s'en charge pas, on ne s'en pénètre pas, on ne l'étudie pas à temps. Je vais maintenant vous emmener dans un endroit où, pour le coup, les gens n'ont pas fait d'études, mais ils ont empiriquement, typiquement, trouvé comment la biodiversité pouvait être une solution. Avant de vous emmener dans cet endroit, où je vais vous raconter les travaux de recherche d'une unité mixte de recherche BGPI, qui est à Montpellier, c'est l'équipe de Jean-Benoît Morel, je vais vous parler d'un champignon, le Magnaporté grisea, qui est l'agent d'une maladie qu'on appelle la périculariose du riz, et qui, pour le coup, détruit chaque année une quantité de riz qui pourrait nourrir 60 millions de personnes. Alors, c'est donc une très grosse perte. Au niveau global, il y a de vrais problèmes, sauf dans un coin perdu du sud de la Chine, le Yuanyang, où là, alors on fait du riz depuis très longtemps, puisque c'est un des plus anciens endroits où on fait de la riziculture, avec ces terrasses inondées là, qui sont assez superbes dans le paysage. Et là, bon, les gens n'ont pas fait d'études de biologie, hein, mais ils font ça depuis des générations, et eux, ils n'ont pas de problème.
Alors évidemment, l'équipe de Jean-Benoît Morel est allée se demander qu'est-ce qui se passait. Et là, ils ont découvert un foutoir variétal absolument considérable. On cultive n'importe quoi dans chaque champ, il y a un mélange de variétés, il y a même en fait les deux grandes accessions de riz, celle japonica domestiquée à l'ouest de l'Asie et celle indica domestiquée à l'est. On a autrefois considéré comme des espèces différentes, mais a priori, c'est la même espèce. Donc, en fait, il y a un mélange de variétés énorme. Et le pauvre champignon qui a poussé sur un indica et qui réussit dessus, quand il saute sur la plante voisine, ah bah, c'est du japonica, et là, il n'est pas fait pour. D'ailleurs, voilà quelques exemples. On va prendre des spores du champignon qui en sont issus soit de japonica, soit d'indica, et puis on va les inoculer sur du japonica et de l'indica. Vous y êtes? Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que la spore issue de japonica réussit bien sur japonica, mais pas sur indica. Et la spore issue de l'indica, elle réussit bien sur japonica, mais pas sur indica. Pardon, bref, vous m'avez suivi. L'idée, elle est simple. Et là, c'est juste au niveau des grands types variétaux, mais quand on va plus dans le détail au sein des différents génotypes d'indica ou des différents génotypes de japonica qui sont mélangés dans le champ, c'est la même histoire. C'est quand je réussis sur une plante, je ne réussis pas sur la voisine. Et bien ça, excusez-moi, mais c'est de la biodiversité. C'est de la biodiversité à l'intérieur de l'espèce, c'est de la diversité génétique, mais on voit très bien qu'en ayant une grande diversité, ben, les maladies, elles se propagent mal. Voilà. Alors, ils ont emmené des sociologues dans leur histoire, et ça, c'est intéressant, parce que ça montre que pour comprendre ce qui se passe, souvent, on a besoin de plusieurs disciplines. Hein. Moi, je ne suis pas en train de dire que c'est la biologie qui sauvera le monde. Je suis en train de dire que le monde ne sera pas sauvé sans biologie, et sans écologie. C'est pas la même chose. Hein. Et dans les villages traditionnels, eh bien, en fait, les gens... constamment reçoivent des variétés venues d'ailleurs et ils continuent à les réutiliser. Parce qu'il y a deux grandes règles. Quand quelqu'un vous demande des graines, vous lui en donnez ça inconditionnellement. Et surtout, vous ne lui donnez pas de conseils. Vous ne lui donnez pas les graines en disant « Oh, bah tu verras, elles sont superbes ». Non, ça ne se fait pas. Du coup, les gens font rejoindre les graines qu'ils ont reçues de leurs voisins, de leurs amis ou de leurs visiteurs, ils les font rejoindre leur poule de semis de l'année suivante, et ça, vous entretenez une énorme biodiversité génétique qui fait que les parasites, eh ben, ils n'arrivent pas à s'adapter parce que nul ne peut être adapté à toute cette variabilité. Pékin a essayé d'augmenter les rendements qui sont pourtant de 7 à 10 tonnes par hectare, donc ça va, hein, c'est pas ridicule, en proposant à certains villages des variétés modernes, donc qui sont très homogènes génétiquement et censées être très performantes. Et ça a été un tel désastre que d'ailleurs, très souvent dans ces villages-là, les gens ont arrêté d'utiliser, ils sont revenus en arrière. Alors, on va donc avoir nos villages traditionnels où il y a une grande hétérogénéité dans chaque champ, et puis les villages modernes qui, avec ces graines élites, vont eux avoir dans chaque champ finalement un seul génotype. Et on va pouvoir regarder ce qui se passe. Alors pour regarder ce qui se passe, on va dans ces champs rajouter deux variétés de riz qui sont AQC et Yongyang, on les plante dans les champs, puis on va regarder s'ils attrapent des maladies. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour 3 champignons testés, dans les villages modernes, vous avez pas mal de dégâts, aussi bien sur la variété AQC et Yongyang pour les trois maladies, donc qui sont des champignons, hein, les 3 sont des champignons testés, étudiés, tandis que si on regarde ce qui se passe aux plantes qui ont été implantées dans des champs de villages traditionnels au milieu d'une grande diversité, bah là, ils attrapent moins la maladie parce qu'en fait, bah les champignons se propagent moins. Voilà. Voilà comment ici la biodiversité est un outil. Et vous savez, ça, il y a des gens qui commencent en France à essayer de penser des mélanges variétaux. Alors soit, effectivement, il y a toutes les semences paysannes où on sème des semences qui sont génétiquement diversifiées, mais je dirais que c'est pas mal, mais moi j'aime bien l'autre solution qui consiste à prendre encore des variétés élites dont on sait ce qu'elles produisent, dont on sait quand les épis sont mûrs, vous voyez, pour lesquelles on a plein de, voilà, un cahier, des données très très précises, et on mélange les variétés élites ensemble. On crée des mélanges de variétés connues. Et ça, c'est la deuxième perspective qui est un peu plus technologique et qui permet de savoir plus exactement ce qu'on sème. En tout cas, sélection massale des semences paysannes ou mélange secondaire de variétés, moi ça me paraît extrêmement prometteur. Et au fait, pourquoi est-ce qu'on ne mélangerait pas aussi d'autres choses que d'autres variétés de la plante qu'on veut cultiver?
C'est bien les champs de blé, mais dans la nature, il y a très peu, ça existe, hein, mais c'est super rare. Il y a peu de peuplements monospécifiques, il y a peu de peuplements végétaux où il n'y a qu'une seule espèce. Pourquoi on ne voudrait pas mélanger? Vous savez quoi? Ça fait longtemps qu'on mélange, hein. Ça fait longtemps qu'on met des arbres dans les champs. Pensez à la pâture normande avec des pommiers au-dessus, pensez aux haies. Alors, les haies, malgré un programme pour défendre les haies, hein, depuis les années 70, on a quand même perdu 700 000 km de haies en France. Donc, ça, malgré des incitations à remettre des haies, on en enlève plus qu'on en met. Donc, c'est un petit peu dramatique. Mais la haie, c'est un truc génial, parce qu'il y a une grande biodiversité dans la haie, et il y a notamment une capacité d'héberger des prédateurs, des choses qui ne sont pas désirables. Là, je vous ai pris une haie fleurie, parce que dans cette haie fleurie, je vais avoir des petits diptères pollinisateurs qu'on prend souvent pour des guêpes ou des abeilles, hein, parce qu'ils leur ressemblent, mais ils ont des gros yeux. C'est les syrphidés. Les syrphidés, c'est d'excellents pollinisateurs, bien meilleurs que les abeilles et les hyménoptères, parce qu'ils ne mangent pas de pollen, ils mangent juste le nectar. Et ces syrphidés, à l'état larvaire, ils mangent des pucerons. Donc si j'ai des choses à butiner dans la haie, je vais avoir des larves qui vont dévorer les pucerons dans le champ. C'est un exemple que je vous donne d'une sorte de lutte biologique qui ici s'organise toute seule, si tant est que j'ai suffisamment de diversité pour attirer mes syrphidés. Alors les haies ont beaucoup d'autres, et les arbres dans les champs ont beaucoup d'autres intérêts, notamment des intérêts microclimatiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Je vais maintenant m'enfoncer dans une vision productiviste. Parce que souvent on dit, ouais, ils sont sympas avec leur dispositif, mais enfin quand même c'est un petit peu fleur bleue, puis on ne sait pas très bien comment ça marche. C'est vrai qu'on n'a pas 150 ans de recul de travail sur ces méthodes-là, comme on a sur l'agriculture conventionnelle, ça c'est sûr. Bon, enfin on y travaille. Mais justement, regardons comment on travaille de façon très productiviste et dirigeons-nous vers les travaux réalisés pas loin d'ici à Montpellier par les équipes de Christian Duprat et ses collègues qui, à l'INRA de Montpellier, travaillent sur l'agroforesterie. Et en gros, ils ont des peupliers qui poussent au-dessus de céréales. Alors, vous voyez les champs, c'est quand même pas des champs ridicules, hein, et là-dedans, ils ont, pendant 14 ans, étudié un petit peu ce qui se passait. Qu'est-ce qu'ils ont étudié? Ils ont regardé sur 1 hectare d'agroforesterie, combien ils produisent de bois, combien ils produisent de céréales. Et après, ils se sont dit, bon, alors maintenant, si je plante mon bois et mes céréales en peuplement pur, quelle surface il me faudrait pour en produire autant? Il faudrait 0,8 hectares d'agriculture céréalière et 0,6 hectares de forêt, il faudrait 1,4 hectare. Et oui, parce que, les amis, ce qui se passe tout simplement, c'est qu'il n'y a pas que de la compétition là. Il y a aussi alors pas forcément de la synergie, mais une meilleure capacité à se servir de toutes les ressources. Évidemment que les racines d'arbres vont aller plus profond dans le sol, et donc il y aura de la compétition en surface avec les céréales, mais il y aura aussi des endroits qui seront atteints et où les céréales de toute façon n'iraient pas chercher de la bouffe. Bien sûr, il y a la compétition pour la lumière, mais la phénologie n'est pas la même. L'arbre, il travaille sur une... D'abord, il n'est pas tout à fait au même niveau, mais bon, c'est vrai qu'il fera de l'ombre quand même. Mais surtout, il n'a pas tout à fait la même phénologie. Il ne sort pas ses feuilles et il ne les perd pas au même moment que les céréales font la photosynthèse. Donc, vous utilisez mieux les ressources photosynthétiques. Et donc, ça vous donne ce qu'on appelle un Land Equivalent Ratio, c'est-à-dire un rapport entre la surface qu'il faudrait en culture pure et ou en foresterie pure, et ça vous donne le nombre d'hectares en fait qu'il faudrait pour obtenir la même chose que sur 1 hectare d'agroforesterie. Alors ça a été étudié dans des systèmes arboriculture plus culture légumière. Il y a plein de papiers. Alors vous voyez que là vous avez plein d'études, hein, et sur ce diagramme on vous a représenté le LER pour toutes ces études avec les colonnes, hein, c'est le nombre d'études qui donne un LER de par exemple 1,5. Pour 1,5, il y en a 15. Vous voyez qu'il y a quelques fois où ça merde. Ça, c'est clair. Et alors ça, c'est intéressant, il faut aller les étudier, ces fois-là. C'est pas garanti que ça marche, le mélange. Il y a des fois où, effectivement, le LER, il est en dessous d'1 hectare, et là, ça veut dire que vous êtes en train de produire moins. Alors, c'est pas la peine de se fatiguer dans ces cas-là. Mais la plupart du temps, il est au-dessus de 1, et regardez, il atteint même des fois 2,5. 2,5. Alors que l'argument le plus fréquemment opposé aux agricultures alternatives basées sur des réseaux, à l'agroécologie, c'est de dire que ça ne nourrira pas le monde. Non. Il faut vraiment examiner les cas où ça marche et les cas où ça ne marche pas. Mais il y a un potentiel.
Et je ne dis pas que demain on sait faire dans tous les cas. Et je dis que c'est quand même assez prometteur. Et ça, c'est la biodiversité. Hein. C'est de la biodiversité. Alors, ce lien à la biodiversité, non seulement, bon, il existe, il peut être un outil, mais en plus, il est vraiment urgent de le retrouver parce qu'il y a une autre biodiversité qui est problématique. Et là, j'en arrive à notre microbiote. Notre microbiote, vous savez, c'est tous ces microbes qu'on a sur la peau, dans le tube digestif, dans les cavités comme le vagin, les narines et l'ésophage, et l'intestin surtout. C'est là que se trouve l'essentiel de ces bactéries et de ces champignons qui nous peuplent. Alors, ces champignons unicellulaires, la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle des levures. Vous voyez que nous sommes constitués de 10 puissance 14, 10 000 milliards de cellules humaines. Eh bien, en fait, rien que les bactéries intestinales, c'est 10 000 milliards. Comme elles sont plus petites, ça fait que 1 à 2 kilos au total. Oui, elles sont plus petites que nos cellules. Donc ça tient, c'est pas trop lourd à porter. Sur notre peau, nous avons 10 fois moins de microbes que dans le tube digestif, ça fait quand même 1000 milliards de microbes sur la peau. Et une peau bien lavée. Hein. Et puis, bon, ailleurs, les autres cavités contiennent 100 milliards de microbes. Alors, ces microbes, ils ont beaucoup de rôles. Hein. Ils ont des rôles protecteurs, des rôles aussi nutritifs. J'avais écrit un livre en 2017, Jamais seul, qui expliquait comment les microbes embarqués dans les plantes, les animaux, ou aux côtés des civilisations d'ailleurs, je reparlerai d'aliments fermentés tout à l'heure, construisent effectivement ce que nous on appelle un animal, une plante ou une civilisation. Alors, le problème, c'est qu'à côté de ces rôles majeurs, sur lesquels je ne vais pas revenir, c'est des rôles digestifs, c'est des rôles de défense contre les attaquants et les maladies, c'est des rôles aussi de production de molécules qui régulent notre fonctionnement, qui régulent notre humeur, qui régulent notre développement, vous allez voir tout à l'heure. Ben, chez nous, nos aliments, notre environnement sont tellement propres qu'on n'est pas très colonisé, on n'a pas une grande diversité. Alors attention, c'est pas qu'on a moins de cellules, hein, on a le même poids de microbes que des tribus d'Amazonie qui ne sont pas contactées, les Yanomami, donc qui n'ont pas de contact avec les Occidentaux, hein, qui vivent leur vie sans contact avec l'Occident, ou les Guahibo et les Malawi, qui eux sont très très peu contactés, c'est-à-dire qu'ils ont des contacts transitoires, ils ont quelques gestes et quelques routines occidentalisées, mais pas beaucoup. Alors, quand on compare un Yanomami, un Guahibo ou un États-Unien, ils ont autant de bactéries et de champignons partout. Ouais, il y a peut-être un petit peu plus sur la peau des Yanomami et des Guahibo et des Malawi, peut-être, parce qu'elle n'a pas la même fréquence de lavage, mais en nombre de cellules, il n'y a pas une grande différence. La différence, regardez sur l'écran, elle est en fait en nombre d'espèces, en biodiversité spécifique. Regardez, les Yanomami, ils en ont... Là, vous voyez, vous avez le nombre d'espèces que vous trouvez sur la courbe de gauche, le nombre d'espèces en fonction de l'intensité d'échantillonnage que vous faites. Plus vous échantillonnez, plus vous avez d'espèces. Mais à tous les moments, vous voyez, vous avez 2 fois plus d'espèces, enfin presque 2 fois plus d'espèces dans un Yanomami que dans un États-Unien. La représentation de droite est une représentation qui permet de représenter les individus en 3 dimensions. Plus ils sont éloignés les uns des autres, les individus, plus ils sont différents. Plus ils sont proches, plus ils sont semblables. Alors vous voyez que les États-Uniens sont scotchés ensemble, les Guahibo et les Malawi scotchés ensemble, et puis les Yanomami encore plus scotchés ensemble en bas à droite. On n'a pas la même diversité. Alors il y a d'ailleurs vous le voyez peut-être pas forcément dans la salle, mais peut-être que vous le voyez sur vos ordinateurs, on voit qu'il y a un Yanomami qui est en plein milieu des Malawi. Alors lui, je ne sais pas trop ce qu'il fait dans la vie. Bon. Il faudrait lui demander. En tout cas, vous voyez que la diversité est très différente. Ce n'est pas les mêmes espèces et il y a moins d'espèces dans un occidental, dans quelqu'un qui vit à l'occidental. Alors vous allez me dire, bon, bah, tant mieux, il n'y a pas de maladie. Ah, ça, c'est sûr qu'on a beaucoup moins de bactéries pathogènes chez les occidentaux. Mais on a aussi beaucoup moins d'autres bactéries qui ne sont pas pathogènes. Et ça, c'est une catastrophe. Nous avons, en Occident, avec l'hygiène, avec les vaccins, nous avons mis un terme à tout un tas de maladies infectieuses qui ont vraiment emmerdé l'humanité. Bon, pensez à la tuberculose en Europe quand même. Le tribut pays a été lourd. Hein. On a fait s'écrouler, reculer toutes ces maladies, et c'est une bonne chose, mais dans le même temps, on a vu exploser tout un tas de maladies dites de la modernité. L'asthme, c'est quelque chose, dans les années 1900, on n'a même pas... Pardon, l'allergie, c'est quelque chose dans les années 1900, le mot n'existe pas, personne n'a repéré ce que c'était. Et c'est pas que les médecins étaient mauvais, c'est juste que c'était rare, quoi. Alors voilà tout un tas d'exemples de ces maladies. En fait, ces maladies qui explosent dans l'Occident, et que là.
Eh bien, elles ont en fait 3 grands axes. Il y a les axes métabolisme, tout ce qui est diabète, type 1 et 2, obésité. Il y a les maladies du système immunitaire, comme l'asthme, l'allergie, les maladies auto-immunes. Alors là, soit le système immunitaire hyper réagit, asthme, allergie, soit il commence à attaquer l'organisme. C'est la sclérose en plaques ou la maladie de Crohn, par exemple, où le système immunitaire commence à détruire l'organisme. Et puis les maladies du système nerveux, de l'âge jeune, l'autisme, ou plus âgé, Parkinson, Alzheimer. Alors, ces maladies, elles ont ceci en commun, c'est qu'à chaque fois, quand on prend un individu malade et qu'on compare à des individus sains, le microbiote des individus malades est différent et moins diversifié. Encore moins, dirais-je, puisqu'on sait déjà que mon individu de référence étant européen ou américain, il sera déjà un petit peu pas très divers. Alors, la question c'est cause ou conséquence? Est-ce que c'est parce qu'il est malade que le microbiote est différent, ou est-ce que c'est parce que le microbiote est différent qu'il est malade? Alors, il y a eu plein d'études pour toutes les maladies que j'ai citées, qui ont montré 3 choses. 1. Quand on donne ça à des souris, quand on donne ces microbes à des souris, elles développent des symptômes qui ressemblent plus ou moins à la maladie. Alors ça sent un peu la cause. 2. Pour toutes les maladies que j'ai citées, il y a eu des expériences de transfert où on a donné à des individus malades le microbiote d'individus sains, la plupart du temps après avoir nettoyé le tube digestif avec un antibiotique non pénétrant, mais qui va nettoyer le tube digestif. Et dans tous ces cas-là, on a au moins quelques travaux qui montrent une rémission partielle des symptômes. Et la troisième chose, c'est que par contre, les symptômes reviennent. Et quand on examine de près les gens chez lesquels ces symptômes reviennent, on s'aperçoit qu'en fait, leur microbiote, la composition, leur diversité microbienne est en train de redériver vers la composition typique de l'état maladif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que le microbiote est une des causes, mais que d'autres causes génétiques, environnementales, sont aussi impliquées. Ces maladies ont un déterminisme complexe, je ne suis pas en train de les réduire à un problème de biodiversité, mais je vois que le problème de la biodiversité, ici, 1, demain elle peut faire du diagnostic, et 2, peut-être demain elle pourra soigner. Alors je voudrais vous montrer un exemple, parce que je vous ai dit, bon, les symptômes y reviennent après la transplantation fécale, c'est comme ça qu'on appelle ces transferts de microbiote. Ça a l'air dégoûtant, mais il faut que... Oui, je sais bien, ça a l'air dégoûtant, mais il faut quand même qu'on ait des sacs à merde. Je veux dire, on est un emballage de 2 kilos de microbes. Et quelque part, notre écœurement face aux bactéries fécales, je suis désolé, c'est un écœurement face à nous-mêmes. On retrouve ce problème de lien. Moi aussi, je trouve que ça fait toujours rire quand on dit qu'on va manger de la merde, parce que quelqu'un avait dit que on ne mangeait pas de la merde. C'était Koff qui avait dit ça. Bon, alors évidemment, ça fait rire, mais réfléchissez que, quelque part, c'est une négation de notre naturalité que d'être dégoûté de ces microbes. C'est le lien qui est cassé quand on trouve ça un peu soit marrant, soit bizarre. Bon, donc je vais vous citer un exemple où, par contre, là, après le transfert, les symptômes régressent durablement. C'est lié à l'autisme. Alors l'autisme, c'est une catastrophe. On en est à une naissance sur 88 aux États-Unis, une sur 150 en Europe. Et c'est vrai qu'on détecte mieux l'autisme, notamment les formes légères d'autisme, mais on pense que ça, ce n'est qu'un quart de la hausse. On est vraiment sur une maladie qui est en pleine explosion et qui est mutilante. À la suite d'une conférence, quelqu'un avait mis des commentaires dans YouTube que j'étais un gros débile parce que traiter les autistes de malades, c'était... Bon, je suis désolé, la vie est quand même compliquée pour quelqu'un qui est atteint d'autisme. C'est pas un défaut, l'autisme, mais c'est quand même un fonctionnement difficile par rapport à une société qui, elle, n'est pas autiste. Le problème, c'est que les autres ne sont pas faits comme ça, et donc c'est quand même quelque chose de pénible. Bref, récemment, il y a une équipe qui a fait 8 semaines de transferts fécaux sur 18 enfants autistes, et qui a suivi leur performance pour des scores, alors, il faut regarder l'image de loin, des scores de psychologie qui, comme le GSRS, sont d'autant plus hauts que les symptômes sont forts. Vous voyez que, au Solpanoa, ça s'écroule. Le PG2-3, qui est d'autant plus bas que l'individu a des symptômes aigus d'autisme. Vous voyez que ça remonte. Et ça remonte sur 18 semaines, c'est-à-dire qu'après les 8 semaines de transfert fécal, ça reste
ça reste haut et les enfants ont été réétudiés 2 ans après et ils ont conservé leur amélioration. Parce qu'en fait, là, ce qui s'est passé, c'est pas que le fonctionnement a changé, c'est qu'en mettant ces bactéries, on a remis le développement. Et le développement, quand c'est développé, c'est fait. On a remis le développement sur une voie normale. C'est énorme, ça, hein? Parce que là, pour le coup, c'est pas réversible. C'est pas comme pour le diabète ou le Parkinson, où effectivement, là, c'est réversible. Il y a sans doute des causes qui sont plus faciles à mobiliser dans le traitement. Bref, vous le sentez ici, aujourd'hui, et face à la perspective qu'un quart d'entre nous auront ces problèmes de maladie de la modernité d'ici 3 ans, on a un vrai problème, une vraie épidémie, quelque chose qui abîme la vie et qu'il faut absolument traiter, mais qui est une maladie de la biodiversité en grande partie, et qu'on traitera peut-être par de la biodiversité demain. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Un petit conseil pratique. La première chose, c'est de nourrir ces microbes. On vous a toujours dit de manger des fibres. Alors, quand on demande aux gens pourquoi il faut manger des fibres, la réponse, c'est, il y a peut-être quelqu'un sur Internet qui peut nous lancer une réponse là. Pourquoi est-ce qu'il faut manger des fibres? On va voir si les gens qui sont sur Internet sont toujours réveillés. On vous attend dans les commentaires. On nous dit qu'il faut manger des fibres parce que... Le transit. Le transit. Alors moi, ça me fait crever de rire, ce truc. Parce que c'est vraiment un détail. De toute façon, ça sort. Jamais. Ok? Alors ça sort pas forcément commodément, mais ça finit par sortir. Non. Ce qui est important, c'est qu'en fait, ces prébiotiques, les fibres, on les appelle prébiotiques parce qu'en fait, c'est de la nourriture pour les microbes. Il y a des molécules, des polysaccharides en particulier, dans le chou, dans l'avocat, dans les fruits. Il y a des molécules qu'on ne digère pas nous, mais que digèrent nos microbes. Et ça, c'est quelque chose qui encourage leur diversité. Ils disent ça nourrit les bactéries. Mais oui, exactement. Et c'est pour ça qu'on parle de prébiotiques, en fait. Et c'est un vétérinaire qui le dit. Ah, très bien. Mais, alors, je dois dire au vétérinaire qui a répondu que moi, j'ai rien contre les vétérinaires. Simplement, le vétérinaire tout seul, il ne réalise pas mon programme qui est celui du lien. Ce que j'aime bien, c'est quand les vétérinaires sont en bande. Et il se trouve que j'ai un voisin qui est vétérinaire, on va souvent bouffer ensemble. C'est quand même plus sympa que d'avoir un vétérinaire tout seul, d'être à table avec lui et de discuter de biologie ensemble. Bon, alors, revenons à ça. Hein. Ne prenez pas mes foucades pour des rejets d'une profession. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on travaille en silo, c'est ça le problème. Et donc, il a tout à fait raison, effectivement, c'est des aliments pour les microbes, ce sont des prébiotiques, comme on dit. Et alors, vous allez me dire, ah bah alors, qu'est-ce que vous me recommandez comme légumes pour vraiment avoir... Eh bien, vous savez quoi? J'en sais rien, et dans le doute, mangez biodivers. Bah oui, parce que c'est pas les mêmes fibres à chaque fois, et on a quelques preuves que, selon le type de fibres que l'on mange, c'est pas les mêmes bactéries qu'on encourage, et dans l'état actuel des connaissances, mieux vaut les encourager toutes. Ces bactéries-là, notamment encouragées par les fibres alimentaires, c'est des bactéries productrices de butyrate. Alors, du coup, ça donne aux flatulences des odeurs pas forcément très flatteuses, mais ce butyrate est un régulateur du fonctionnement du système immunitaire. Et donc, c'est des bactéries qui empêchent les états inflammatoires ou pro-inflammatoires, qui en fait évoluent vers le diabète, évoluent vers l'obésité. Donc, mangez biodivers. Et là, vous retrouvez la biodiversité dans les légumes pour avoir une biodiversité de microbes. C'est tout simple. Alors, la deuxième chose qu'il faut faire, effectivement, outre la biodiversité alimentaire de fibres, je vous rappelle que les Français ne consomment que 50% de la quantité de fibres recommandée par l'OMS. L'autre chose, c'est de manger du microbe. Et ça, c'est le côté probiotique, comme on dit, c'est-à-dire manger des microbes qui vont s'installer. Et aujourd'hui, si on a un tube digestif qui est moins varié, c'est qu'on laisse moins entrer, on est plus inabordable aux microbes. Et une des façons de manger les microbes, mais je vais prendre celle-là en particulier, mais c'est de manger des produits fermentés. Alors, je ne dis pas que tous les microbes fermentaires s'installent. Souvent, ils ont simplement un effet parce qu'en passant, ils perturbent le microbiote et ils le poussent dans un fonctionnement plus favorable. Mais c'est quand même une des sources de microbes que l'on peut consommer. Un Français consomme plusieurs centaines de milliards de microbes par jour s'il mange la quantité moyenne de fromage qu'on recommande. Alors, aujourd'hui, on a un problème. C'est qu'on recommande aux enfants et aux mamans enceintes de ne pas manger de fromage au lait cru. Pourquoi? Parce qu'on a peur de quelques intoxications. Je dis volontairement quelques parce que parmi les toxi-infections alimentaires, celles liées au fromage en général, lait cru et pasteurisé,
c'est 3%. Donc le problème n'est pas sur le lait cru, même si. Bon. Et je voudrais qu'on me cite, j'attends toujours de mes collègues du ministère qu'ils me citent des morts du lait cru. Des malades, j'en ai, des morts, j'en ai pas. C'est surtout les viandes qui posent des problèmes quand il y a des contaminations. Bon. Donc, on recommande ça, on ne recommande pas aux mamans enceintes, pas aux enfants. C'est déjà acté dans les cantines, pas de lait cru avant 5 ans. Et l'ANSES voudrait pousser ça à 10 ans. Quand on y pense, c'est complètement abrutissant. Parce que c'est basé sur une absence de lecture de la bibliographie scientifique. Qui nous dit, dans la grande cohorte, par exemple, parce que ce n'est qu'un exemple, dans la grande cohorte Pature, où on a suivi 2000 petits Européens, dans 5 pays d'Europe, alors 2000 par 5, 4, non, dans 10 pays d'Europe, on en a une moitié à la campagne, une moitié en ville. Et on regarde comment ils mangent, qu'est-ce qu'ils mangent et qu'est-ce qu'ils font. Et qu'est-ce qu'ils développent comme maladie. Et on s'aperçoit que quand on a une maman et ou un enfant exposé au lait cru, on réduit les probabilités de dermatite atopique. Vous savez, c'est ces proliférations de staphylocoque doré qui font des taches rouges, et plus on gratte, et plus c'est rouge, et plus ça gratte, et plus on gratte, et plus c'est rouge. Dermatite atopique, c'est 30% des enfants qui en ont. Moi, dans ma cour de récréation, quand j'étais petit, j'ai jamais vu ça. Le mot n'existait même pas. Ok? Eh ben, vous réduisez de 30% la probabilité de dermatite atopique. Vous réduisez de 20% la probabilité d'asthme. Vous réduisez de 60 à 70% la probabilité de ces sinusites et de ces otites récurrentes qui pourrissent la vie de nos gamins, et alors aussi les parents d'ailleurs. Moi j'ai un reste d'ailleurs de sinusite de cette sorte-là. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le lait cru fait partie des choses qui maintiennent en bonne santé, et en fait sans doute par deux choses, la diversité microbienne, et puis aussi le fait que les méthodes de pasteurisation détruisent certains acides aminés, pardon, certains acides gras insaturés. Un lipide. Bon. Donc, vous voyez que ça, c'est ce qu'on appelle de l'acrasie. C'est quand vous avez une conduite qui va à l'opposé de ce qu'on sait par ailleurs être la bonne direction. Il est temps de remettre les fromages au lait cru au cœur de notre alimentation, parmi de bien d'autres produits fermentés, à la place de ces produits reconstitués, qui eux posent plein de problèmes, notamment parce que leurs additifs, émulsifiants notamment, mais aussi édulcorants ou conservateurs, détruisent le microbiote. Donc manger fermenté, et le lait cru, il va falloir peut-être faire plus de détection sur les lots pour éviter les accidents. D'autant que vous savez, des accidents sur le lait, il y en a quand il est pasteurisé aussi. Le problème qu'a rencontré Lactalis sur la salmonelle, sur ces lots de lait en poudre pour enfants, c'était du lait pasteurisé. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, parce que ça n'a pas forcément été complètement bien fait chez Lactalis, mais regardons les choses en face, il y a une histoire encore plus amusante qui se cache derrière ça. Ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, la salmonelle qui avait contaminé en 2017 le lait, c'était la même que celle qui, avant que Lactalis rachète l'usine, avait déjà contaminé des lots en 2005. Et en 12 ans de nettoyage, de brossage, de passage d'acide, de passage de base, de détergent, on n'a pas enlevé cette salmonelle. Et vous savez, donc ça veut dire que stériliser, ce n'est pas une solution. Enlever de la biodiversité, ça vous expose au premier venu. Et c'est ça que je suis en train de vous dire, c'est que là, l'absence de biodiversité n'a pas aidé. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire de cette usine de production, là, que vous voyez à l'écran, et qui est contaminée? Comment ils sont en train de la décontaminer? Ils sont en train de la détruire, et ils vont laisser un certain temps le sol à nu, et puis ils vont construire quelque chose après. Parce qu'effectivement, on ne sait pas stériliser, c'est pas possible. C'est une vision de l'esprit, et c'est pas la bonne idée. La bonne idée, c'est d'avoir la bonne diversité qui fait écran. Et je vais vous dire un truc, il y a des beaux travaux qui montrent que la flore spontanée des fromages au lait cru, ça a été notamment travaillé sur le Saint-Nectaire, c'est quelque chose qui protège, qui empêche les salmonelles et les listeria de s'installer beaucoup plus efficacement que les souches qu'on réinocule sur le lait pasteurisé. Donc, biodiversité comme un moyen, ici, d'entretenir notre microbiote et la qualité de notre alimentation, je pense que c'est clair et urgent, parce qu'on est en train de faire le contraire de ce qu'il faudrait faire. Dernier point, vous vouliez que je parle du sol et du climat. Alors, oui, parce que le sol, en fait, c'est là que se trouve la biodiversité des écosystèmes terrestres. Vous avez peut-être l'impression, vous, quand vous vous baladez, que le monde est peuplé de plantes et d'animaux, mais en réalité, c'est dans le sol que ça se passe. Dans le sol, il y a notamment les champignons,
Alors vous les voyez en surface quand ils se reproduisent, mais si vous regardez en bas à droite de l'image, vous verrez les petits filaments blancs. En fait, les champignons, la plupart du temps, ils vivent dans le sol sous forme de filaments microscopiques, et seulement visibles quand ils sont en grande quantité. Et d'ailleurs, ils donnent souvent au sol une odeur assez caractéristique de champignons, qui est due à l'octénol, qui est une molécule qui émette les champignons quand ils sont cassés, qui émettent votre champignon de Paris, par exemple, quand vous le cuisinez. Il y a aussi donc des bactéries. Parmi ces bactéries, il y a notamment les streptomycètes, les actinomycètes, l'ensemble des bactéries qu'on appelle les actinobactéries. Et là, leur biodiversité, elle a un intérêt direct pour nous. Bon, il y a aussi des champignons qui font ça d'ailleurs. Hein. Mais dans les actinobactéries comme Streptomyces, il y a beaucoup plus d'exemples encore. C'est les producteurs d'antibiotiques. C'est de ces microbes du sol qu'on a tiré nos antibiotiques. Donc, vous voyez que là, la biodiversité du sol, elle a un intérêt marginal. Mais, et vous connaissez peut-être la streptomycine ou l'actinomycine, qui sont deux antibiotiques de ces petites bactéries filamenteuses qu'on appelle les actinobactéries. Et ces actinobactéries, elles sont d'ailleurs responsables de l'odeur de terre que le sol a souvent. Vous savez, les odeurs de terre. Et d'ailleurs, c'est aussi l'odeur d'après la pluie, parce que quand l'eau rentre dans le sol, elle chasse l'air du sol, et vous avez cette odeur de terre diluée, et ça, c'est l'odeur un peu particulière d'après la pluie, qu'on appelle le pétrichor en français. Bref, il y a une grande diversité microbienne dans le sol. Dans un gramme de sol, vous avez 1 million de bactéries qui appartiennent à plusieurs milliers d'espèces. Vous avez plus de 1000 espèces de champignons, parce que c'est tout petit, ces trucs-là. Un gramme de sol, pour eux, c'est Paris, la grande banlieue, pour moi. Et puis, il y a des dizaines d'espèces d'animaux aussi, et puis il y a quelques racines de plantes, et puis il y a des trucs qu'on appelle des amis. Bref, il y a une diversité énorme. Et au total, 25% des espèces connues sont dans le sol, sachant qu'en fait, on ne connaît que 1% des espèces de microbes du sol. Et on a dans le sol entre la moitié et les 3/4 de la masse vivante terrestre. Et oui, c'est pas au-dessus du sol que ça se passe, c'est en dessous. Et ça, c'est vraiment un truc important, c'est qu'aujourd'hui, gérer les écosystèmes terrestres, c'est d'abord gérer les sols. Bien. Alors, j'en ai parlé dans un livre que j'ai publié récemment aussi, donc ça c'est le deuxième écran publicitaire qui est fait. Et je voudrais vous parler d'une pratique en particulier qui a des effets très forts et sur la biodiversité du sol et sur le climat. C'est le labour. Alors le labour, c'est une bonne idée à court terme, parce que ça remonte la fertilité du fond du sol, ça désherbe, et ensuite le sol est plus meuble, donc l'eau, l'air et les racines de ce qu'on va semer rentrent mieux. À court terme, le labour, c'est une idée géniale. À long terme, c'est très problématique. Il faut bien comprendre que quand vous labourez, les filaments de champignons dont je vous parlais, ils se font lacérer, ils se font détruire, et on sait très bien qu'il y a moins de champignons dans un sol labouré, et surtout moins d'espèces. Vous voyez qu'avec labour, il y a moins d'espèces. Alors, cela dit, paradoxalement, il y a plus de bactéries dans un sol labouré. Et il y a non seulement plus de bactéries, mais en même plus d'espèces. Pour deux raisons. Un, quand vous avez détruit les champignons qui sont filamenteux, les bactéries qui, elles, sont des petites cellules isolées, elles sont moins affectées, et elles ont plus de ressources puisqu'elles sont dispensées de la compétition avec les champignons. Donc les champignons que vous retirez permettent à des bactéries qui ne s'installeraient pas sinon de s'installer. Bien. Alors vous allez dire, bonne nouvelle. Oui, mais enfin, les bactéries ne font pas la même chose. Notamment, comme elles ne sont pas filamenteuses, elles contribuent moins à retenir le sol face à l'érosion. Et ça, c'est un peu critique, parce que déjà, quand vous avez labouré, il n'y a plus de racines non plus. Et puis la deuxième chose, c'est que ces bactéries, elles respirent très fort. Et oui, et ça, c'est le drame. Parce qu'en plus, vous avez aéré le sol, vous n'avez pas tué vos bactéries, elles respirent, et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vos sols labourés émettent du CO2. Beaucoup plus que sinon. Et le bilan, c'est qu'ils déstockent la matière organique issue de toutes les feuilles mortes qui sont tombées. En plus, vous êtes en train de récolter, donc vous enlevez de la matière organique, et vous n'utilisez plus de fumier, mais des engrais minéraux, donc vous n'amenez plus de matière organique. Le bilan, c'est que les sols agricoles sont très clairs, parce qu'il n'y a pas de matière organique dedans. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de déstocker du carbone, de faire de l'effet de serre, en labourant. Regardez les stocks de carbone sur la carte de France. Vous voyez apparaître le bassin aquitain, sauf la forêt des Landes. Vous voyez apparaître le bassin parisien, la plaine du Rhin, la plaine de la Saône et du Rhône, je devine la Limagne, et le Languedoc-Roussillon. Toutes les grandes zones agricoles. Alors cette perte de matière organique, déjà c'est de l'effet de serre, puisque ça fait du CO2. Et là, quand on arrive là, on est catastrophé parce qu'en fait, le sol devient un problème, alors qu'en fait,
pour l'effet de serre, c'est une solution. Moi, je suis frappé de voir qu'on nous parle de planter des arbres. Mais réalisez une chose, c'est pas des forêts qu'on plante, c'est des plantations, hein. C'est pas très très beau. Et puis en plus, on va obliger nos enfants à avoir des forêts là où ils auraient éventuellement, je sais pas moi, voulu avoir de la pâture, ou de la vigne, ou que sais-je. Donc on est en train de faire des monceaux de déchets dans le paysage, sous forme d'arbres. C'est pas que j'aime pas la forêt, au contraire. Mais je pense on empiète sur la capacité de nos enfants à aménager comme ils veulent, parce qu'il faudra garder ces forêts. Et en fait, la solution la plus élégante au problème climatique, c'est de remettre de la matière organique dans les sols. D'abord, ils en manquent, et ça joue sur la résistance à l'érosion, leur capacité à retenir l'eau, notamment quand on a des étés de plus en plus secs, et à nourrir des microbes, et notamment des champignons. Donc, le truc, si vous voulez, c'est que bon, il va falloir cesser de labourer, c'est une première chose, et surtout remettre de la matière organique. Il y a une initiative qui a été lancée par Stéphane Le Foll et qui est portée en ce moment par la France vers l'Europe, hein, à la faveur de la présidence française, même si elle est occupée aujourd'hui par des questions qui occupent le devant de l'actualité. Et c'est quand même une très belle initiative, le 4 pour 1000. 4 pour 1000, c'est 0,4%. C'est l'idée que si chaque année on augmente la quantité de matière organique dans les sols de 0,4%, 4 pour 1000, dans tous les sols du globe, alors ça ne va pas être possible, mais c'est pour fixer des idées, on a neutralisé l'émission de CO2 par l'homme de cette année-là. Vous voyez ce levier qu'on a. Alors vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais alors, je la prends où ma matière organique? Eh bien, c'est là qu'on voit que l'élevage n'est pas l'ennemi de l'agriculture, vous allez prendre du fumier. Alors c'est vrai qu'on a aménagé notre agriculture avec des zones d'élevage et des zones d'agriculture. Bon, il faut peut-être revoir ça. Alors, et après, parmi tous les animaux que nourrit l'agriculture française, quel est celui qui nous nourrit en plus grande quantité et qui fait le plus de déchets? Le cochon. Alors j'ai le cochon ici. Parmi tous les animaux que nourrit l'agriculture... Que nourrit l'agriculture, le ver de terre. Les vers de terre, bon, j'ai le ver de terre. Parmi tous les animaux que nourrit l'agriculture, quel est celui qui est le plus nourri en quantité et qui fait le plus de déchets? L'homme. Mais voilà, personne La ne vache. pense à l'homme comme un animal. Vous voyez que votre lien, il est pourri à la nature. Vous ne voyez même pas comme des animaux. Mais, je vous charrie, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, la solution, elle est dans nos poubelles. Alors, des poubelles bien triées. Et cette matière organique, il ne faut pas trop la composter non plus. Parce que si vous la compostez, ben, le compost, ça respire, ça fait du CO2. Il faut l'étaler fraîche. Alors tout le monde me dit, oh là là, mais c'est quoi ce programme d'épandage de déchets organiques dans le... Mais si votre champ n'est pas labouré, c'est bourré de vers de terre. Et les vers de terre, ils remontent pour faire caca. Donc en 2 jours, votre matière organique que vous avez épandue, elle va être recouverte de caca de vers de terre et c'est terminé. C'est vrai que sur un sol labouré, par contre, ça fera des potoirs. Donc vous voyez que, quelque part, là on est typiquement dans... Le sol est une solution contre l'effet de serre et une solution qui ne préjuge pas de ce que la génération suivante fera. Et nous, ben, on se contente de faire de l'effet de serre avec le sol, avec le labour. C'est un peu dramatique. En plus, cette matière organique, ben, si on la remet, non seulement ce sera du stockage de carbone, mais en plus, ça va augmenter la cohérence du sol, augmenter sa capacité à retenir l'eau, nourrir des microbes. Et ces microbes, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ceux qui attaquent la roche, ceux qui décomposent la matière organique, mais lentement, et qui font en fait la fertilité. Donc quelque part, vous renouez avec la façon dont les sols font eux-mêmes de la fertilité. Ça mérite d'être étudié. Et ça mérite d'être étudié parce que quelque part, ça nous raconte toujours la même histoire. Une histoire où la biologie n'est un problème que si on ne la prend pas en compte profondément avant. Alors, vous allez me dire, ouais, mais moi, dans cet exposé, il y a plein de trucs que je ne savais pas. Alors, peut-être que vous saviez déjà tout, hein, mais auquel cas, je suis venu pour rien. Mais il y a des tas de trucs. Bon, ah ben oui, ça, c'est sûr qu'effectivement, aujourd'hui, un étudiant français, quand il sort du lycée, il a fait 680 heures de maths, 300 heures de physique et 240 heures de SVT. Alors, effectivement, il y a un petit déséquilibre là. Allez, je ne vais pas compter les matières littéraires là, mais je peux vous donner un autre chiffre si vous voulez pour que vous voyez les choses un peu différemment. Vous êtes en terminale dans le nouveau lycée, vous prenez un maximum d'options de lettres. Vous aurez 7% de vos heures en sciences. Vous êtes scientifique, vous prenez un maximum d'options en sciences, vous aurez 47% de votre formation dans des disciplines littéraires ou des sciences humaines. 47-53, je trouve c'est génial.
Par contre, 93,7, je pense que c'est quelqu'un qui ne saura pas se soigner, qui ne saura pas respecter l'autre sexe et qui ne saura pas respecter l'environnement. C'est quelqu'un qui n'a pas les clés. C'est quelqu'un qui va vivre sa biologie comme un destin dans l'ignorance. Alors, nous avons avec le muséum, 5 académies, un ensemble de sociétés scientifiques, des sociétés de journalistes, des fédérations d'entreprises fondées Biogé, une fédération qui lutte à la fois pour l'enseignement et surtout pour remettre la biologie au sein des compétences des gens. Je vous invite à Rouen du 20 au 21 mai prochain, du 20 au 22 mai prochain, où nous organisons nos premières journées naturellement. Et nous avons choisi comme exemple la nature en ville. La nature en ville, elle existe, et si on la prend mieux en charge, elle est un outil. Toujours cette idée de sortir de la science cassante pour aller vers une science qui donne des outils, et ensuite c'est aux citoyens de décider s'il en veut ou pas. Je ne dis pas que je ne suis pas pour instaurer une dictature écologique, mais je dis juste, on ne sauvera pas le monde sans faire plus d'écologie, et sans que nos décideurs et les prochaines générations de consommateurs soient plus conscients de ce qui se passe, et puissent réaliser à quel point la biodiversité, par exemple, la diversité des mécanismes ou la diversité des espèces peuvent être des outils. Voilà. Merci beaucoup. On va passer au temps d'échanges et de questions. J'en ai pas vu au fil de votre intervention dans le chat, donc les personnes voudront probablement prendre la parole. Donc n'hésitez pas, alors peut-être dans la salle en attendant que ça se manifeste en ligne. En ligne, je vous attends. Levez la main pour poser des questions. Je vous donnerai la parole. Et en attendant, je prends des questions dans la salle. On n'est pas nombreux. Je veux bien, le micro. C'est sur les 4 pour 1000 de matière organique à remettre dans les cultures. Est-ce qu'on a des exemples concrets? Je pense surtout, nous, on est dans une région très très viticole. On a une monoculture de la vigne aujourd'hui, avec très peu alors de plus en plus quand même de pratiques soit bio, soit raisonnées, et donc de plus en plus de lait qui ne sont pas labourés, mais globalement peu d'apports, pas du tout d'apports organiques, hormis des apports plutôt synthétiques. Alors effectivement, avec des apports d'engrais minéraux et un travail du sol qui va contribuer à favoriser de l'érosion, qui est souvent un problème dans beaucoup de vignobles, surtout qu'en plus, souvent, alors moins dans votre région, mais souvent, pour des raisons d'exposition idéale, les bonnes parcelles sont en pente. Hein, la Romanée-Conti, par exemple, c'est 8 siècles de sol qui n'a pas arrêté d'être remonté. Parce qu'on ferait plus, ce vin-là, il n'y aurait plus de sol si on n'avait pas constamment remonté du sol à cause de pratiques où le sol est nu. Alors, comment emmener de la matière organique, par exemple, dans le vignoble? Moi, je vois deux façons. La première, c'est d'en amener de l'extérieur. D'ailleurs, les Champenois, ils avaient compris ça, parce qu'ils avaient des gros problèmes d'érosion dans les années 70, sauf qu'ils ont trouvé une solution absolument affreuse, qui d'ailleurs a défiguré à jamais les sols de Champagne. Ils ont broyé des ordures ménagères. Et aujourd'hui, c'est plein de plastique, les sols de Champagne. Alors par contre, c'est vrai que ça a un peu résolu le problème de l'érosion. Mais en termes de métaux lourds et de plastique, c'est un désastre. Bon, donc je ne suis pas pour broyer des ordures ménagères, mais je suis pour broyer éventuellement ou amener une matière organique qui vient d'ailleurs. Mais elle n'est pas obligée de venir d'ailleurs, la matière organique. Et ça, ma réponse va être générique là. La matière organique, elle peut aussi venir tout simplement sur place. Que faites-vous des sarments? Est-ce que vous les brûlez et vous réintroduisez les cendres, ou est-ce que vous les mettez en morceaux? Alors le problème, c'est que c'est vrai, au moment où on les taille, c'est une matière organique très riche en carbone et ça peut provoquer techniquement ce qu'on appelle une fin d'azote. Donc en réalité, il va falloir vraiment agir en même temps sur le deuxième paramètre qui est de semer. Alors ça, c'est quelque chose qu'on développe dans les agricultures aujourd'hui dites de conservation ou dans les permacultures, c'est que quand on a récolté, alors quand on a récolté un blé ou quand on a récolté les raisins, on sème des choses qui vont pousser et avoir trois grands rôles. Un, on va semer des plantes fixatrices d'azote, qui en plus ont la caractéristique, dans le cas de la vigne, d'être des repoussoirs pour les xyphinémas, les petits nématodes qui sont les propagateurs du cournois. Donc ça, c'est tout gagné, c'est des répulsifs. Je ne sais pas trop pourquoi, mais ça, c'est bien montré. Donc on va semer des plantes qui vont augmenter le stock d'azote, on va semer des plantes qui sont voraces en phosphore
et en azote, et c'est pas grave parce que la vigne à ce moment-là, elle se nourrit pas, mais ça va retenir l'azote et le phosphore et empêcher que ça parte avec l'eau pendant la période où la vigne est pas en train d'absorber dans le sol. Et puis surtout, tout ça, ça va faire de la matière organique qu'on va pouvoir broyer avant la sortie des feuilles, ou faire tondre par des moutons. Nos équipes travaillent sur les méthodes de viticulture à cheval blanc, dans le Bordelais, et là, c'est tondu par des moutons. Donc, le caca de mouton est fertilisant et ça laisse les racines. Donc, vous voyez, c'est une source de matière organique aussi. Voilà. Et donc, si vous mettez vos sarments en mélange avec cette matière organique qui est par ailleurs riche en azote et en phosphate, et ben là, il n'y aura pas de problème sur le fonctionnement du sol, ce ne sera pas trop déséquilibré en faveur du carbone, voilà, et ce sera fait. Donc oui, ce que je veux dire, c'est ces fameuses cultures dérobées, ces cultures intermédiaires qui sont une solution locale, plus éventuellement des apports exogènes. C'est pas dur de faire de la biomasse. Surtout que dans nos écosystèmes, il y a toute une partie de l'année où on n'utilise pas. Et alors il y a certaines régions, je sais que ça ne va pas vous aider dans la région, mais il y a en plus des régions où il gèle en janvier-février. Donc vous n'avez même pas à désherber avant de replanter. Parce que le problème, c'est qu'à un moment, quand même, il faut désherber. Ça peut être mécanique, ça peut être par le gel. Aujourd'hui, c'est quand même souvent à coup de glyphosate. Et c'est vrai que ça, c'est un petit point dans les parcours techniques de culture dérobée, comme on les appelle. C'est un point qu'il va falloir arriver à gérer parce que le glyphosate n'est pas très bon pour les sols. Mais il est moins pire que le labour. Donc l'un dans l'autre, pour l'instant, on préfère avoir du glyphosate. Et demain, on préférerait avoir ni labour, ni glyphosate. Voilà, j'espère que c'est un peu technique comme réponse, mais vous voyez que c'est des idées techniques qui sont déjà pensées, déjà développées. Hein. Et les plantations d'arbres ou de rosiers devant les vignes et tout ça, qu'on peut voir à certains endroits, est-ce que c'est des choses, des pratiques qu'il faut... Alors, en tout cas, c'est des pratiques qui reviennent. Les plantations d'arbres, voilà, soit sous forme de haies dans le vignoble. Nous commençons à travailler chez Moët Hennessy, par exemple, où ils sont en train de remettre des haies, c'est-à-dire qu'ils font sauter des rangs. Alors, il faut dire qu'en Champagne, il y a des limites très strictes de rendement et ça conduit à laisser sur pied pas mal de raisins. Donc, c'est vrai que pour eux, c'est moins difficile de faire sauter un ou deux rangs de vigne. Mais donc, ils rajoutent des haies. À Cheval Blanc, on rajoute des arbres dans les rangs de vignes. Donc, ils seront taillés de façon à ce que les enjambeurs puissent travailler. Et donc, nous, on est en train d'essayer, avec mes équipes, de travailler sur les effets que ça a en termes de microbiote. Mais l'idée, c'est déjà que ça a des effets en termes de microclimat. Par exemple, en limitant l'évaporation, parce qu'il y a moins de circulation atmosphérique. Après, il faut bien s'organiser, parce qu'il ne faut pas non plus que ça entraîne des stationnements de nappes d'air froid. Or, on sait très bien qu'avec le changement climatique, on va avoir, certes, moins de gelée tardive, mais comme les plantes vont sortir, la vigne va débourrer plus tôt, bah, globalement, elle sera confrontée à plus de gelée tardive parce qu'elle sera là plus tôt. Donc on sait que les gelées tardives sont un problème, il faudra absolument avoir des haies, soit des arbres isolés, soit des haies qui permettent l'écoulement des nappes d'air froid pour éviter le gel blanc, si je me souviens bien du terme technique, dû au stationnement des nappes d'air froid. Bon, donc vous voyez, il y a tout un tas d'itinéraires, mais aujourd'hui, c'est clair. Est-ce que l'arbre est une bonne chose pour la vigne et dans quelles conditions? C'est pas toujours très net. Et on a absolument besoin d'expérimenter. Je reviens là-dessus. C'est vrai qu'on sort d'une agriculture conventionnelle où les applications de pesticides et d'engrais, qui ont permis de nourrir l'humanité, au passage, quantitativement, on a exactement des protocoles et on va vers des agricultures nouvelles où on n'a pas forcément les protocoles. Et, par parenthèse d'ailleurs, on a perdu les protocoles historiques. Parce que les arbres dans les vignes, regardez les pratiques de joual, notamment avec les fameux pêchers de vigne, les pratiques de joual dans le sud-ouest, les pratiques de vigne en hautain. Très longtemps, on a cultivé la vigne dans son état de liane, en la faisant grimper dans des arbres. Et moi, je connais en Italie des vieux vignobles où la vigne est toujours en hautain. C'est une façon d'ailleurs de la faire pousser à un endroit où on fait paître des bestioles alors même qu'elle est en feuilles, parce que du coup, les feuilles sont portées en hauteur par les arbres et les bestioles pâturent en dessous. Il y a des paysages dans le nord d'Italie, qui sont rituels, où c'est la Normandie, sauf que les arbres, c'est des arbres qui sont plantés pour faire du bois, et ils poussent dessus de la vigne. Et donc les fruits ne sont pas ceux de l'arbre. Donc voilà, il y a vraiment là des choses qui ont existé avec un bon sens paysan, et donc il y a des pratiques, je ne dis pas qu'elles sont toutes bonnes, dans lesquelles il faut faire un inventaire, et il faut qu'on retrouve les itinéraires techniques. Parce qu'il n'y a pas une bonne solution partout. Les problèmes de la viticulture par chez vous ou dans la Champagne ne sont pas les mêmes.
J'ai pas mal de questions du coup dans le chat. Tout d'abord en lien avec les potagers, la façon de jardiner chez soi. La question c'est du coup est-ce que plutôt que d'avoir des composts, de gérer ça à part, est-ce qu'il ne faut pas plutôt mettre ça directement dans le potager? Alors si on peut, oui. Vous comprenez bien que sortir de la matière organique fraîche d'une ville, c'est pas évident. Alors, ça peut s'organiser, hein. Il y a des essais de poubelles brunes à Paris. Je ne sais pas d'ailleurs très bien qu'est-ce que ça donne, mais dans certains arrondissements, vous avez une poubelle brune, vous pouvez jeter vos déchets, et là, éventuellement, vos taxes d'ordures ménagères peuvent servir à expédier ça vers des zones agricoles. Il faut que ce soit bien trié. Hein. Mais évidemment, souvent, on est obligé de composter, parce que ça réduit le volume. Mais réduire le volume, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'attaque par les microbes commence, il y a du CO2 qui sort. C'est ça qui réduit le volume, c'est que ça commence à être respiré. Donc vous perdez la capacité à stocker du carbone et vous perdez de la matière organique qui pourrait avoir un rôle fonctionnel dans les sols. Je les répète, hein, ces rôles, c'est mieux agréger les sols pour les faire résister à l'érosion, retenir de l'eau et nourrir des microbes. Enfin, vous perdez un peu ça. Mais cela dit, si vous avez du compost, parce que vous êtes en ville, continuez à composter, c'est quand même plus simple. En plus, ça réduit aussi les mauvaises odeurs. Donc c'est pas mal. Mais si on a la possibilité, effectivement, c'est de mettre la matière organique fraîche. Et c'est ça qu'il faudrait arriver à développer à plus grande échelle. Mais chez soi, c'est tout à fait possible. Et si vous avez un sol que vous n'avez pas trop labouré, une fois de plus, il y aura plein de vers de terre. Et cette matière organique va vite disparaître. Et surtout, il faut bien la trier. Hein, pour ne pas introduire de plastique, pas de métaux lourds. Tout ça, quand c'est introduit dans les sols, d'abord, ça perturbe la biodiversité très fortement. Et ensuite, ça ne peut pas se retirer. Très difficilement. J'ai beaucoup de questions, c'est difficile de faire le tri. J'ai une question sur les arbres. Est-ce que pourquoi planter plus d'arbres n'est pas une solution, notamment pour les écosystèmes, hein, c'est ça? Ce que j'ai dit, c'est que planter des arbres, quand ils vont grandir, ils vont immobiliser du carbone. Donc ça lutte contre l'effet de serre. Et c'est une des solutions. Mais c'est marrant qu'on pense à celle-là d'abord, parce que, comme je l'ai dit, à l'endroit où on aura planté ces arbres, il faudra garder les arbres. Donc, quelque part, on impose aux générations suivantes un aménagement, et nous-mêmes, on n'aime pas trop l'état d'ordure qu'ont laissé les générations d'avant. Or, quelque part, une forêt, même, surtout une plantation, hein, c'est pas une forêt, c'est pas la forêt de Fontainebleau, hein, les plantations de compensation carbone. Hein. C'est pas forcément un très bel objet, puis c'est un objet qui est là, à un endroit où la génération suivante aurait peut-être envie de faire autre chose. Alors que la solution que je vous propose de remettre de la matière organique dans les sols, elle a ceci de génial, c'est que vous améliorez le sol, et puis après, la génération suivante en fera ce qu'elle veut. Vous voyez que c'est moins impactant. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas encourager la forêt, et qu'il ne faut pas des plantations pour produire du bois d'œuvre. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que, intuitivement, je pense que vu du point de vue de la génération suivante, il vaut mieux avoir des meilleurs sols, que d'avoir des endroits où on est obligé de garder de la forêt. Mais cela dit, c'est pas... On aura besoin de plusieurs outils de compensation carbone. Hein, même si on arrête d'en produire, parce que ça c'est le vrai problème, il faut de toute façon qu'on résorbe ce qu'on a déjà balancé dans l'atmosphère, et là, un cocktail de solutions sera... Il n'y a pas qu'une solution. On plantera aussi des arbres, ok. Mais j'aimerais qu'on gère nos poubelles d'abord. J'ai beaucoup de questions en ligne. On nous demande si vous êtes favorable à la pulvérisation de Bacillus subtilis, c'est très technique, hein, contre la monilose pour les arbres fruitiers. Alors, la première chose, c'est que je serais ravi... Je n'ai rien compris à la question. Alors, le Bacillus subtilis, c'est une petite bactérie, assez fréquente hein, dans les écosystèmes, et donc visiblement... Bon, vous savez que vous avez sur toute la surface des plantes, des bactéries, et des champignons d'ailleurs, et qui vivent là comme le microbiote de notre tube digestif, et ils protègent la surface de la plante, de la feuille ou du jeune fruit, soit directement par leur présence, soit en modifiant le fonctionnement des tissus sous-jacents du végétal, et en le rendant capable de mieux se défendre. Tout ça, ça a été sélectionné dans l'évolution parce que eux, c'est leur milieu de vie. Donc si ce milieu de vie est en bonne santé, ben, ils peuvent vivre là. Donc quelque part, au cours de l'évolution de ces choses qui habitent normalement la surface, ou même les interstices d'ailleurs,
des tissus végétaux, au cours de la révolution, ils ont accumulé des mécanismes qui leur permettent soit directement, soit indirectement en agissant sur la plante, de mieux la protéger. Exactement comme les microbes de tube digestif d'ailleurs, hein, c'est la même histoire. Et donc, il y a des méthodes, notamment, alors je l'apprends là avec Bacillus subtilis, mais moi je connaissais des choses avec des pseudomonas, des trichoderma, donc bactéries et champignons, sur les feuilles de la vigne, qui permettent d'augmenter les défenses. Alors je l'apprends, et si quelqu'un qui a posé cette question a envie d'aller tripoter le site web du muséum où il y a mon adresse électronique, je serais ravi d'avoir une brochure technique ou un article qui raconte ça, parce que je ne savais pas que cette bactérie-là pouvait protéger contre la mononiose. Il faut comprendre que les protections, quand on rajoute des microbes, quand on a des microbes, c'est pas aussi efficace qu'un fongicide. Mais, puisque la mononiose, hein, c'est une maladie des pommes qui est due à un champignon. Mais, quand vous mettez un fongicide, vous tuez tous les champignons. C'est-à-dire celui que vous ne voulez pas, mais aussi tous ceux qui habitent là d'habitude et qui défendent la plante. Donc vous rentrez dans un cercle où vous allez sans doute devoir utiliser encore plus de pesticides. Vous y êtes. Donc vous avez le choix entre le pesticide qui nettoie complètement, mais qui abîme aussi les résidents qui défendent normalement, donc qui abaisse les défenses durablement, et avoir des microbes qui ne défendent pas parfaitement, mais qui au moins limitent l'installation de maladies et aussi des résidus de pesticides. Alors tout ça, ça fait qu'effectivement, des fois, on a envie d'installer des bactéries. Je dirais que peut-être, je n'ai pas étudié cette pratique, d'abord je ne sais pas si ça marche, et deuxièmement, il y a un truc que je ne sais pas, c'est Bacillus subtilis, d'où ils viennent. Parce que j'aime pas qu'on introduise des microbes venus d'autres pays. Parce que quand on fait ça avec des plantes, eh ben, il y en a 1 sur 100 qui devient invasive, et après, nos impôts, ils servent à essayer de l'extirper. Les organismes invasifs, hein, animaux et végétaux, en Europe, c'est 38 milliards d'euros par an de coûts, soit de lutte, soit de manque à gagner, parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive plus à faire à cause d'eux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a des plans de reboisement locaux extrêmement coupables, parce que les forestiers n'ont pas voulu écouter les biologistes. Et aujourd'hui, vos impôts servent à planter, à financer des plantations, avec des listes d'essences déclinées par région, dont certaines sont des essences invasives. Hein, il y a des régions en plantent du tulipier de Virginie, les forestiers belges sont morts de rire. Il y a des régions où vos impôts servent à planter de l'acacia, alors qu'on sait très bien que dans les champs, c'est invasif, alors pas en forêt, mais dans les champs à côté. Il y a encore d'autres endroits où vos impôts servent à planter du chêne rouge, alors que c'est devenu une des espèces qui a détruit la foresterie polonaise. Non, hein, quand on coupe une forêt, il y a du chêne rouge qui pousse. Et tout ce que vous essayez de maintenir là, ça ne bouge plus. Donc il y a là un vrai problème hein, sur les listes d'espèces forestières subventionnées. Et en fait, ça illustre qu'une espèce venue d'ailleurs, elle peut devenir invasive, elle n'est pas forcément maintenue vous voyez, à une place discrète par la biodiversité locale. Soit elle est complètement exclue, elle ne s'installe pas. Soit elle s'installe et par chance elle n'est pas trop invasive, soit elle peut carrément exploser. Voilà, parce qu'elle est exotique, elle est exogène à la dynamique évolutive de la communauté où on l'installe. Et bien donc ça, il ne faut pas le faire pour les microbes. Or, je connais des tas de méthodes d'inoculation, les bokashi, les EM, ils sont très à la mode en agriculture, les microbes, ils viennent du Canada, ils viennent d'Asie. Non, 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 parce que quand on fait de la lutte biologique et qu'on introduit un insecte, vous voyez, ou une bactérie pour faire la lutte biologique, il faut faire un dossier épais comme ça. Pourquoi ? Parce que ça peut être très dangereux, ça peut avoir des conséquences atroces. Mais comme pour les microbes, il n'y a pas de réglementation, alors là, n'importe qui peut ramener sa merdasse venue du fin fond du Caucase, trouvée par un scientifique génial qui a passé sa vie à réunir des microbes efficaces. Enfin, on a des histoires comme ça, on en a des kilomètres hein, dans les agricultures alternatives, et il peut foutre ça dans les écosystèmes, quitte à faire un désastre écologique. Donc, je voudrais être sûr que c'est local. J'insiste là-dessus. Ça me permet de parler là d'un problème qui, vous voyez, recoupe un gros problème de foresterie actuelle. Si ça vous intéresse sur ce problème de foresterie actuelle, la Société botanique de France est sortie du bois alors qu'elle n'est vraiment pas militante, mais en voyant la liste des espèces, nous on était abasourdis, et donc on a fait un livre blanc sur l'avenir de la forêt en France, où par contre on préconise d'autres choses, parce qu'avec le changement climatique, il faut bouger quand même. Hein.
préconise la migration assistée d'espèces venues de tout près de chez nous, du sud, sud-ouest. On va essayer de remonter là où leur climat est en train de se déplacer. Mais ce livre blanc, il est téléchargeable gratuitement en ligne sur le site de l'Institut botanique de France. Et en creux, il y a encore un de ces scandales où les décideurs, eh ben, ils n'ont pas pris en compte les données scientifiques disponibles. Et pendant ce temps-là, certains des rédacteurs de ce livre blanc sont payés par des institutions, moi je suis professeur de l'université de Gdansk, donc je peux vous en parler, sont payés par des institutions de recherche dans d'autres pays pour étudier comment se débarrasser de ce que, en France, mes impôts servent à implanter. Il y a un vrai problème d'ignorance, hein, et la biologie est un destin que si on l'ignore. Or, nous l'ignorons profondément. Et c'est vrai pour les microbes aussi. Alors, je reviens à la défense contre le Molinia. Je serais ravi d'avoir la biblio pour me faire une opinion. Mais c'est sûr que encourager les microbes, ça peut être une perspective si l'inoculum est local. On va quitter l'agriculture pour une question qui est plus liée à ce que vous avez expliqué autour de microbiote et de l'autisme. On a une première question sur l'importance de prendre en compte de l'âge de l'enfant qu'on va traiter avec les microbiotes. Et l'autre question, justement, c'est sur l'évolution du microbiote au cours de l'âge de la vie et de voir quels sont les impacts. Alors, entendons-nous, ce sont des expériences qui ont été réalisées sur ces 18 enfants, hein, c'est pas du tout routinier. Parce que les transferts de microbiote, c'est un peu violent quand même. Vous transférez tout en bloc. Récemment, sur des transferts sur des patients qui souffraient de pathologies graves par ailleurs, il y a eu 2 morts. 2 morts parce qu'on a transplanté les bactéries résistantes aux antibiotiques qui, chez ces patients, se sont implantées et ont fait des septicémies. Donc, le transfert de microbiote n'est pas routinier, il est expérimental. Et pour vous faire rire, je peux vous raconter une expérience après une conférence. Quelqu'un est venu me voir quand je faisais beaucoup de conférences sur le microbiote après le livre de 2017, en me disant ah, depuis que j'ai lu votre livre, je me fais une soupe orange toutes les semaines. Il consistait à diluer dans de l'eau chaude un petit peu de fesses. Alors c'est une méthode d'ailleurs et un terme emprunté à la médecine chinoise, hein, parce que ça existe dans la médecine chinoise ancienne, hein, pas actuelle. Et donc, c'est horrible, quoi. C'est super dangereux, on n'est pas fait pour bouffer notre merde, hein. D'ailleurs. Et donc, aujourd'hui, c'est pas routinier, d'accord? C'est simplement, ce sont des travaux de recherche. Ce vers quoi la recherche tend maintenant, c'est de savoir quels sont les microbes vraiment actifs parmi ceux qu'on rajoute, parce qu'on se dit on pourrait peut-être rajouter. Vous voyez, c'est comme quand on est passé de la plante qui soigne, par exemple l'aspirée qui contient de l'aspirine, à une molécule purifiée, et d'ailleurs même améliorée dans ce cas-là, qu'on appelle l'aspirine. Là maintenant on essaie de passer du microbiote en vrac à un mélange de souches qu'on pourrait donner aux gens qui amélioreraient leur état sanitaire. Ça commence, il y a des recherches qui avancent, notamment par rapport à l'obésité là-dessus. Donc il ne faut pas se soigner comme ça, et maintenant, donc il y a très peu de travaux de recherche qui permettent de répondre à la question de savoir à quel âge il faut le faire, combien de temps, c'est vraiment des coups d'essai, ce qu'on a. Et on est encore loin d'avoir une routine là-dessus. Mais ce qu'on se dit, c'est que sur ces enfants autistes, on aurait surtout envie de jouer sur l'alimentation pour maximiser par les prébiotiques, donc les molécules qui nourriront les microbes, et les probiotiques, les microbes qui vont prendre dans leurs aliments, pour maximiser la probabilité de l'installation d'une flore stabilisée, d'une flore facilitante. Au cours de la vie, le microbiote change. Alors maintenant, pour répondre à la question comment ça évolue dans la vie, ben, c'est simple, on naît sans microbes. Nos premiers microbes viennent du vagin maternel. D'ailleurs, la microbiologie du vagin change un tout petit peu avant la naissance. Et donc, ce n'est pas des microbes de vagin ordinaires, mais de vagin modifiés pour la parturition qui sont notre premier inoculum. Les enfants nés par césarienne, eux, n'ont des contacts qu'avec la peau maternelle et ils ont un microbiote au début qui est très enrichi en streptocoque, qui n'est pas du tout riche en lactobacilles comme celui issu du vagin maternel. Et ces enfants-là ont jusqu'à l'adolescence, portent la marque d'un microbiote différent. Ensuite, le microbiote il va se diversifier. Après la première acquisition auprès de la maman, il y a toutes les acquisitions. Alors d'ailleurs, par parenthèse, aujourd'hui, il y a des tests pour administrer des frottis vaginaux maternels aux enfants nés par césarienne. Sauf que souvent,
la césarienne ayant été faite sans que la maman soit dans l'état physiologique de l'accouchement, c'est pas exactement le même microbiote que celui qui aurait été celui de l'accouchement. Mais enfin, c'est quand même des trucs qui valent la peine d'être testés parce qu'on sait très bien que naître par césarienne, et même si le lien au microbiote n'est pas évident, ça augmente les risques d'asthme, ça augmente les risques de dermatite atopique, ça augmente les risques de schizophrénie, figurez-vous. Alors pas d'une façon violente, hein, mais donc on se dit qu'on aurait peut-être envie d'inoculer l'enfant avec le microflore vaginal de la maman. Ensuite, l'enfant, il touche la peau de la maman, il touche la peau du père, il met tout dans ce qu'il veut dans la bouche. Il se colonise petit à petit. D'ailleurs, dans le lait maternel, il y a 15 grammes par litre de fibres, de polysaccharides, qui sont indigestes pour l'enfant, mais qui en fait encouragent l'installation de lactobacilles et de bifidobactéries. Donc vous voyez, dans le lait maternel, il y a des fibres. Quand je dis qu'il faut manger des fibres, hein, nos mamans, c'est ce qu'elles nous font manger dès l'allaitement. Et vers 3 ans, on commence à avoir un microbiote qui ressemble à celui de l'adulte. En même temps, on voit régresser les problèmes de digestion, les problèmes de maladies du tube digestif qui font pleurer beaucoup d'enfants et qui sont liés à un microbiote encore insuffisamment diversifié. Au cours de la vie, le microbiote va dépendre de plein de choses, de votre milieu de vie, vos traitements antibiotiques, ce que vous mangez, bon, peu importe. Et vers la fin de la vie, à partir de 60 ans, alors là, ça commence à partir en vrille, c'est-à-dire que les microbiotes deviennent très différents d'un individu à l'autre, les compositions sont très particulières. Il semblerait bien qu'il y ait un cœur de microbiote assez spécifique aux individus qui vieillissent bien, qui est différent des microbiotes des individus jeunes. Il y a beaucoup de travaux sur les super centenaires, hein, les gens qui sont encore en très bonne forme à 105 ans, qui montrent qu'ils ont un microbiote assez particulier, très riche d'ailleurs en bactéries productrices de butyrate, par exemple. Voilà, donc effectivement, avec l'âge, il y a une probabilité de dégradation du microbiote, qui est un des processus de sénescence de l'organisme, et dont on retrouve qu'il est limité chez les individus capables de vivre très vieux. Voilà notre histoire, notre vie microbiotique. Pour continuer sur ce sujet, on me pose une question à laquelle, encore une fois, je ne comprends pas grand-chose. La différence entre les prébiotiques et les probiotiques. Vous nous avez parlé tout à l'heure des prébiotiques en nous montrant les fruits et légumes. Qu'est-ce que vous pensez des probiotiques? Alors, il y a en fait deux façons d'agir sur la flore, la microbiote du tube digestif. Le premier, c'est de manger des bactéries qui vont s'installer. C'est ce qu'on appelle les probiotiques. Il y en a qui sont vendus en parapharmacie. Les levures, tout ça? Alors, l'ultralevure en fait partie. Encore l'ultralevure, elle ne s'installe pas. Donc, je vais y revenir après. Non, mais on vous vend pour voyager dans des pays à tourista, par exemple, ou si vous êtes un peu ballonné et tout, on vous vend en parapharmacie des probiotiques qui sont des microbes à s'inoculer. Alors, les produits en question sont très variables, mais comme l'Agence française du médicament a dit nous, on ne s'occupe pas de ça, il n'y a pas de réglementation. Au plein milieu de l'été, nous avons donné un coup d'épée dans l'eau avec un ami qui s'occupe d'un microbiote humain. Nous avons dit qu'il y avait le même scandale d'absence de réglementation pour les microbes en agriculture et pour les probiotiques. Qu'il fallait une réglementation pour que les gens achètent des produits, d'abord en ayant des bonnes notices techniques, et deuxièmement en sachant les effets secondaires, et troisièmement, qu'on expulse tous les trucs qui servent à rien. Je n'ai pas dit que tous les produits qui sont proposés servent à rien, mais comme il n'y a pas de réglementation et il n'y a pas de tri, il y a aussi des trucs qui sont des poules de perlimpinpin. Bon. Donc, on voudrait que ces probiotiques passent de l'autre côté du comptoir dans les pharmacies et soient aussi fiables et aussi étudiés et aussi efficaces. Or, ils peuvent l'être que des médicaments. Ça, c'est les probiotiques. Les prébiotiques, c'est manger des choses qui favorisent le développement de certains microbes. C'est, par exemple, ces oligosaccharides du lait maternel dont je vous parlais, hein, ces molécules que l'homme ne digère pas, mais qui nourrissent des bifidobactéries ou des lactobacilles. Alors ça s'appelle des prébiotiques. Puis il y a un troisième effet, qui n'est pas décrit dans la littérature, que j'ai appelé, du coup je me suis lâché, hein, j'ai appelé ça moi l'effet parabiotique. C'est un effet qui est lié à la consommation d'aliments fermentés, très souvent, même si certaines bactéries, les aliments fermentés peuvent s'installer dans le tube digestif, très souvent elles ne s'installent pas. Mais en passant, elles perturbent le fonctionnement du microbiote d'une façon favorable. C'est bien connu sur le yaourt. Les bactéries du yaourt ne s'installent pas, parce que notre tube digestif, ce n'est pas du yaourt. Mais en passant, elles modifient notre microbiote, elles défavorisent, alors on ne sait pas très bien comment, hein, un certain nombre de bactéries qui font du H2S et un certain nombre de composés qui sont des choses qui vont avoir des rôles pro-inflammatoires. Et par contre, elles favorisent les microbes qui font du butyrate, ceux qui ont justement un rôle régulateur du système immunitaire. Donc, cet effet-là, c'est notamment l'effet de l'ultralevure.
L'ultralevure, en fait, c'est de la levure. Même si on a donné un autre nom d'espèce à cette levure, c'est de la levure de boulanger. C'est une souche particulière de la levure de boulanger, isolée de peau de fruits en Asie, mais peu importe. Et quand on en mange, notamment quand on a une antibiothérapie, ben, ça a un effet positif bien connu, parce qu'à l'époque où ça a été développé, ça a été considéré comme un médicament, donc on a un peu regardé ce que ça faisait, et du coup on a des posologies précises, et voilà, c'est avant que l'ANSES, pardon, l'Agence de sécurité sanitaire ait décidé de ne pas gérer finalement les microbes. À l'époque, on gérait, et donc l'ultralevure, ben, on sait très bien ce que ça fait. Et en fait, ça s'installe pas. C'est pas un probiotique, c'est plutôt un parabiotique, j'aime bien les appeler. C'est quelque chose qui, en passant, fout le bordel, mais un bordel utile pour la santé. On va prendre une question dans la salle et après on reposera les autres questions hein, du chat. Je ne vous oublie pas, j'ai tout listé. Moi, j'ai une petite question, enfin j'en ai plusieurs, mais une petite question sur l'épandage. La question de l'épandage. Ah pardon, hop, oui, voilà. Oui, j'ai une question sur l'épandage, puisque c'est des pratiques qui est quand même relativement contestée, notamment du fait des odeurs, etc. Et j'aurais voulu savoir si, au regard des apports sur les sols, c'est bénéfique ou c'est dangereux. Alors, c'est compliqué. En fait, bon, vous pensez à l'épandage de lisier et de fumier. Alors, quand on épand du fumier, c'est de la matière organique très peu transformée. Et elle remplit le programme que je proposais de stocker du carbone, et puis elle va petit à petit se décomposer en libérant, mais lentement, de l'azote et du phosphate. Alors ça pue, mais ça, c'est bien. À condition de ne pas en mettre trop. Hein. Si vous en mettez trop, la libération aura beau être progressive, il y en aura beaucoup qui sera libéré et ça va fuir. Le lisier, c'est plus problématique. C'est comme le thé ou le jus de compost. Là, c'est des choses, c'est les produits de l'activité des microbes. Et là, dedans, ce qu'il y a, c'est comme des engrais minéraux. C'est de l'azote et du phosphate déjà minéralisés. Et donc, le lisier, ou le thé de compost, ou le jus de compost, hein, il ne faut pas en mettre trop, parce que c'est comme des engrais. Ça va avoir tendance à fuir et à partir dans les nappes phréatiques et dans les rivières et éventuellement sur le littoral. C'est ce qui nous explique les marées vertes de Bretagne, par exemple. Donc, il faut bien voir que dans tous les produits qui sont disponibles, il y a des produits non transformés, ou alors là, qui sont un bon stockage de matière organique et qui vont libérer lentement, sous l'attaque des microbes, de l'azote et du phosphate. Ça marche, si on n'en met pas trop en tout cas. C'est les engrais idéaux. Il y a des choses un peu plus transformées, comme des composts. Alors là, vous avez perdu de la matière organique, bon, c'est quand même pas mal parce que c'est toujours de la matière organique et que ça va se décomposer lentement, mais vous commencez à avoir un jus qui sort, qui est minéral, et puis vous avez le lisier qui, lui, est le jus minéral pur, et ça, si vous en mettez, ben, en fait, ça a tendance à partir. Alors, ce qui est intéressant, c'est de mélanger, et ça se fait d'ailleurs, le lisier est de la matière organique fraîche, qui va avoir tendance à retenir les minéraux, et de toute façon, il y aura une question de quantité, parce que c'est clair que comme on a des zones agricoles spécialisées, ben, il y a des endroits où on produit tellement de lisier qu'on en surmet. Et là, on obtient les dégâts environnementaux liés aux pluies. Mais ça, c'est un problème d'aménagement des paysages agricoles. C'est qu'on n'a plus assez de champs par rapport aux porcheries. C'est un breton qui vous parle, hein, donc vous suivez ma pensée. Mais voilà, donc le lisier n'est pas forcément mauvais en lui-même, mais tout dépend comment on l'épand, et il y a intérêt à le mélanger de la matière organique. Et de toute façon, ce qui est mieux, c'est la matière organique la moins transformée possible, parce qu'il y a le côté stockage de carbone et les autres effets que je répète, stockage de l'eau face à un climat dont les étés sont plus secs, et cohérence du sol et résistance à l'érosion. Une question complémentaire, c'est on n'a plus trop d'élevage chez nous, ni de lisier, ni d'autres animaux. Par contre, on a beaucoup de boues de stations d'épuration. Oui. Alors, les boues de stations d'épuration, ça, c'est un peu le drame. Oui, c'est vrai que c'est... Vous savez que, bon, Victor Hugo, j'en parle dans mon livre sur l'origine du monde, la pensée écologique au 19e, hein, elle est chez les littéraires. C'est les peintres de l'école de Barbizon qui instaurent la première réserve forestière à Fontainebleau. Et dans Victor Hugo, dans Les Misérables, alors il y a de tout dans Les Misérables, hein, c'est pour ça que c'est épais, mais il y a une page sur les égouts de Paris, et qui dit que si notre or est fumier, Victor Hugo avait tendance à penser que l'argent avilissait l'homme, notre fumier est or. Et Victor Hugo s'énerve, quantification en millions de francs or à la main, c'est absolument hallucinant ce passage. Il s'énerve de dire que la richesse de Paris fuit par tous ces ports.
Et ces ports, c'est des égouts. En fait, ils se rebellent contre le tout à l'égout, qui finit à la Seine, et donc à la mer, en disant avant la matière organique, hein, les fosses d'aisance, elles étaient vidées et elles partaient dans les champs. Et c'est vrai que le tout à l'égout, c'est plus simple, et puis aussi, ça se développe au moment où on va commencer à avoir des engrais minéraux, du guano, par exemple, du Chili. Et donc, on n'a plus besoin, dans les champs, de mettre de la matière organique. Alors, sauf que, en fait, hein, vous voyez que c'est le moment où on commence à passer à un apport d'azote, de phosphate, de potassium, où il n'y a pas en plus la matière organique. Bref, ils s'énervent contre ça. Et des gens vont penser à ça, et ils vont détourner les égouts de Paris, non plus vers la Seine, où ça posait des tas de problèmes, hein, par ailleurs, mais vers des grandes plaines sableuses infertiles, notamment la grande plaine d'Acher, qui est une zone sableuse où poussait de la lande, et du jour au lendemain, on sort des courgettes comme ça, des choux-fleurs comme ça nourrit Paris. C'est une zone qui devient hyper fertile parce que, bien, il y a tout le caca de Paris qui s'épand dessus. Sauf que, et ça va commencer à répondre à votre question, il n'y a qu'un seul circuit d'égout. Et donc, le bon caca, si je vous dis, il est mélangé avec des eaux de ruissellement qui viennent de partout. Et il est matiné de métaux lourds. Et en 2000, on a arrêté l'agriculture dans la plaine d'Achères-Grand-Cormier parce que les sols étaient trop contaminés par des métaux lourds. Vous les connaissez, ces sols. Ils ont défrayé l'actualité récemment. Vous savez, c'est ces histoires de petits Roumains atteints de saturnisme, là. Ah oui. Et comme c'est plus utilisé du tout, il y a des gens du voyage et des immigrants qui se sont installés là, qui ont installé leur maison. Et les enfants jouent et respirent cette poussière, et ils ont des niveaux de plomb dans le sang absolument horribles. Ces enfants sont durablement mutilés, hein. C'est vraiment atroce, cette histoire-là. Et ça se passe sur les terres d'Achères-Grand-Cormier. Ça veut dire que le point, je le disais pour nos poubelles tout à l'heure, c'est de trier. Et les boues de stations d'épuration, elles ont ce problème que souvent, il y a de tout, et notamment elles sont contaminées en métaux lourds, et aussi en microplastiques. Et c'est un vrai problème. Alors, face à ça, il y a quand même des espoirs, et il y a un truc un peu paradoxal, pour parler toujours de stations d'épuration, c'est que dans les stations d'épuration, et ça pourrait s'encourager, il y a une espèce de cristal qui se forme, hein, il y a un minéral qui cristallise, qu'on appelle la struvite. C'est du phosphate d'ammonium. Alors ça, c'est trop bien, parce que c'est du pur engrais. Minéral, certes. Et quand ça cristallise, si vous récupérez les cristaux, vous les lavez, il n'y a pas de métaux lourds dedans. Le problème, c'est que la valorisation de la struvite est impossible parce que réglementairement, c'est un déchet. On ne peut pas le vendre. Et donc, on a un problème réglementaire avec ça. Mais oui, il y a des perspectives, peut-être, même si on maintient une collecte des eaux usées mélangées et donc souillantes en termes de qualité biologique, il y a peut-être des moyens demain d'utiliser quand même des produits de station d'épuration. Mais le problème, c'est que certains, alors ça dépend de quelle zone, mais dans certaines zones, c'est trop contaminé par des métaux lourds pour être sain. D'accord. Donc ensuite, des questions plus du coup d'agents de collectivité qui cherchent à agir et, très bien, oui. et à construire un aménagement, on va dire, plus raisonné. Donc on nous a demandé si vous aviez des indicateurs de bonne santé du sol qu'on pourrait, nous, essayer d'observer. Puis notamment, on est dans un service d'études et de connaissance du territoire, donc ça nous parle et ça nous aiderait grandement. Et du coup, je couple directement l'autre question pour concentrer sur quelles seraient, d'après vous, des pistes d'action pour les administrations, comme nous, comme une région, qui font des schémas d'aménagement, des préconisations d'aménagement à destination des autres collectivités. Alors, bon, évidemment, c'est deux questions assez séparées. Alors, d'abord, les perspectives, la première question. La première question, c'est les indicateurs pour les... Alors, les indicateurs. Bon, je pense qu'il ne faut pas aujourd'hui, même s'il y a un marché qui s'est développé, acheter tous les produits où on vous propose de faire la liste des microbes sur la base d'une détection ADN de vos sols. Là, je suis désolé, c'est trop tôt. C'est d'ailleurs la même chose pour la santé. Dans les laboratoires médicaux, maintenant, il y a aussi des gens qui vendent, des boîtes qui vous vendent pour 100 €, ils font tout votre microbiote du tube digestif et ils en établissent quelques préconisations pour votre santé. En fait, on est très loin de savoir lire ces listes-là. Et donc, de grâce, les indicateurs,
de la qualité des sols. Je ne vais pas dire le mot santé, puisqu'il n'y a pas de santé pour un écosystème et que le sol est un écosystème, mais les indicateurs de qualité, c'est-à-dire d'adéquation à ce que nous on souhaite, il faut revenir au truc simple. Hein. Les tests de compaction, les tests de stabilité structurale en trempant dans l'eau, les comptages de vers de terre en arrosant avec de la moutarde. La recette est dans mon bouquin d'ailleurs. Alors moi je ne suis pas, si vous voulez, un technicien des sols. Je ne suis ni agriculteur ni jardinier. Je raconte comment ça marche, mais ce dont je suis absolument certain, c'est qu'aujourd'hui c'est les textes classiques qu'il faut utiliser. Hein. Je vais vous donner 2 sources peuvent vous inspirer. La première, il y a une association qui s'appelle Rhizobiome, R-H-I-Z-O, Rhizobiome, B-I-O-M. Ils font d'ailleurs une émission gratuite sur Internet qui s'appelle C'est dans le sol. Et c'est bien. Ils font vraiment un travail remarquable. Et ils font notamment, ils développent des petits outils qu'on peut utiliser ou fabriquer à la maison. Certains demandent une imprimante 3D, d'autres juste un tournevis. Pour faire des tests sur la qualité des sols. Ils ont notamment un petit dispositif qui permet d'automatiser les tests un peu chiants hein, de trempage de grumeaux du sol, qui permettent de savoir au bout de X trempages, dont 2 violents, combien il reste dans le grumeau. Et ça, c'est un test de stabilité structurale. Bon, bah, ils ont un petit automate avec une caisse qui permet de faire ça par 10. C'est assez amusant hein, et ça ne coûte rien à faire. Donc, Rhizobiome, c'est une bonne source. Après, il y a des indicateurs. Alors là, c'est plutôt pour l'agriculture. Moi, je fais partie du conseil scientifique pour une agriculture du vivant, un ensemble de producteurs, de transformateurs et de distributeurs qui essaient de penser la qualité des écosystèmes. Et on a fait un indice de régénération des sols qui, à la fin de cet indice, vous ne savez pas si vous êtes bon ou mauvais. Simplement, si demain vous cessez de faire un geste, vous calculez votre nouveau score et vous voyez s'il est plus haut ou plus bas. Donc c'est juste une espèce d'échelle. Il y en a plein des trucs comme ça, mais celui de pour une agriculture du vivant, il a quand même été pensé par quelques-uns des... et je ne dis pas ça parce que j'y suis, parce que c'est pas à moi que je pense en disant ça, hein, par des gens qui sont des très très grands agronomes et des praticiens de l'agriculture, hein, vous voyez, pas juste des gens qui racontent comment fonctionne le sol comme moi. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre ? Bah, de suivre des formations aussi, et il y en a, hein, et il y a plein d'organismes et des chambres d'agriculture même qui commencent à donner des formations comprendre les sols, voire pour régler des problèmes très pratiques comme quand amener sa matière organique. Là, j'ai fait la préface d'un bouquin dont la 2e édition vient de ressortir, c'est le bouquin de Denis Pépin sur paillage et compost. Alors moi, quand j'ai lu ça, les bras m'en sont tombés parce que je ne savais pas qu'il y avait autant de routines techniques sur quand amener la matière organique, sous quelle forme. C'est un bouquin vraiment marrant. Hein. Et c'est pour ça que j'ai accepté de le préfacer, alors même que, en fait, moi je ne sais pas faire ce bouquin. Alors après, dans les collectivités territoriales, et là, bah, écoutez, le degré 0, c'est de commencer à écouter le CSRPN, de commencer à écouter les scientifiques. Parce que on peut inventer plein d'autres choses qu'on pourrait faire. Mais moi, ce que je vois, c'est que les CSRPN, ils ont dit niet à toutes les listes d'espèces qui ont été ensuite validées par les préfets en termes de foresterie sur le problème que je disais tout à l'heure. Donc le problème, la compétence, elle est là, vos impôts l'ont déjà payé. Il suffit d'écouter. Alors, écouter, ça peut passer d'ailleurs par recruter quelqu'un qui a une formation environnementale et qui va être capable d'être votre truchement, parce que c'est vrai que des fois, quand on entend des écologues parler, on a vraiment l'impression d'être sur Mars. Donc, achetez-vous quelqu'un qui est capable de traduire le martien en un langage tout aussi incompréhensible pour moi, qui est le langage administratif. Ok, vous pouvez à l'échelle de grandes unités, vous acheter un truchement, c'est-à-dire ouvrir un poste de quelqu'un qui va veiller à ce qu'effectivement une information scientifique soit disponible, sachant que l'information scientifique, des fois, vous avez des experts qui disent pas tous la même chose, et il faut un petit peu de nez pour se dire, bon, bah, le consensus, il est plutôt là, donc on va prendre ça, ou alors il n'y a pas de consensus, donc on jette tout. Mais honnêtement, hein, la compétence existe. Aujourd'hui, elle ne percole pas. Donc plus travailler en lien avec les scientifiques. Voilà. Sachant que si jamais vous posez une question pour laquelle il n'y a pas de réponse, moi ça m'est arrivé d'engager des programmes de recherche avec des partenaires
soit des collectivités territoriales, soit des entreprises, qui avaient une question à laquelle, honnêtement, la réponse n'existait pas, on a entamé un travail de recherche conjoint. C'est un peu comme ça qu'on travaille globalement sur l'aménagement. C'est vrai qu'on pourrait le faire un peu plus avec les sciences du vivant, effectivement. Mais le fait que vous m'ayez invité m'inquiète moins sur vous, que je suis inquiet sur le fonctionnement général de l'administration française, local ou pas. Vous y êtes? Donc je ne voudrais pas que vous preniez ma remarque sur le dysfonctionnement et l'incapacité à entendre l'expertise scientifique comme une remarque à vous-même, parce que ce serait profondément injuste, vu que vous êtes là à vous faire, à vous ennuyer, pardon, depuis déjà 3 heures presque. Deux. On ne s'ennuie pas du tout. Hein. C'est pas le sentiment général qui remonte du chat, hein, l'ennui. Mais peut-être pour vous faire un retour, pour indiquer qu'il y a effectivement un plan biodiversité qui va être élaboré par la collectivité, donc il y a eu un appel des collègues à y participer, et puis une remarque d'humeur qui a été faite aussi, c'est que c'était très rafraîchissant de voir un grand scientifique parler de merde. Avec autant d'enthousiasme. Avec autant d'enthousiasme. Et, bon. Non, mais c'est vrai que souvent, on aime bien que les gens parlent d'or, mais je parle de merde. Bon. Non mais alors, une chose aussi, vous avez dans votre tissu sociétal autour de vous des sociétés scientifiques. Ces sociétés scientifiques, elles sont un peu en train de mourir souvent. Elles sont faites scientifiques âgées. Il y a des sociétés d'entomologie, ou des sociétés naturalistes généralistes, des sociétés de mycologie, des sociétés botaniques. Et moi, je me dis, à l'époque des sciences participatives, où aussi bien les collectivités territoriales qu'à l'échelle nationale, on met de l'argent dans mettre les citoyens à faire de la science et participer à des activités d'inventaire, voilà. Il y a un truc qu'on a complètement oublié, c'est que les sociétés scientifiques, c'était des gens de la société, souvent, hein, je sais que le meilleur spécialiste des ascomycètes de France, c'est un prof de gym. Bon, il est en retraite maintenant, donc en plus il a plein de temps. Il a fait l'inventaire des ascomycètes du Calvados, puis il est juste installé à Montpellier. Et il est en train de commencer l'inventaire des ascomycètes du Languedoc-Roussillon. Bon, ce mec, moi, mon labo lui pose régulièrement des questions et il répond parce qu'il adore faire ça. Donc, dans les sciences participatives, on a oublié d'aller au passage vers des gens qui sont en fait des scientifiques sans lettres, c'est les sociétés naturalistes. Et ces sociétés-là, souvent, elles sont en train de crever et c'est un peu des belles au bois dormant vieillissantes, c'est-à-dire que, comme il n'y a plus trop d'activités, voilà, or, on peut les revigorer en les associant à des projets, en les aidant à diffuser leurs résultats, à organiser un salon de la fleur ou un salon du champignon, vous voyez, 1 fois par an. Ça peut permettre de remettre des gens là-dedans et de valoriser l'action de la structure qui contribue à interagir. Et il y a un exemple sublime. Bourgogne-Franche-Comté. Les associations qui étaient toutes en train de crever dans leur coin, elles se sont réunies pour faire Bourgogne Nature, puis Bourgogne-Franche-Comté Nature. D'accord? Ils produisent un journal avec plein d'articles en couleur, d'inventaire naturaliste, avec un supplément enfance. De temps en temps, il y a un DVD avec. Et tout ça, il y a de l'argent de la région qui retrouve son image et qui les convoque sur des missions d'expertise. Bourgogne-Franche-Comté, ils ont clairement mobilisé ce savoir-faire. Peut-être, je peux juste... Pardon. Juste compléter par rapport à la question sur les indicateurs, parce que tout à l'heure vous avez évoqué le 4 pour 1000. Est-ce que donc c'est quelque chose qui peut nous intéresser, enfin qui nous intéresse forcément dans une région comme la nôtre, où l'institution régionale a des compétences, on l'a dit, en matière d'aménagement, de biodiversité, etc. Et donc, elle doit associer à ces stratégies un arsenal d'indicateurs pour montrer voilà, des évolutions, etc. Et donc, la question que je me posais, c'est, et donc à l'échelle régionale, c'est-à-dire du coup, le comptage des espèces, tout ça, c'est pas forcément très facile. Et donc, du coup, la question que je me posais, c'est par rapport à cette dynamique du 4 pour 1000 qui a été lancée, vous l'avez évoqué, je crois même qu'il y a une région, l'Occitanie, qui est partenaire. Est-ce qu'il y a un recensement, à votre connaissance, ou un moyen de savoir finalement quelle est la progression d'une action publique ou d'une action collective, on va dire, en faveur
parce qu'on nous oblige maintenant à réduire la consommation d'espace, donc à être très, on va dire, prudent sur finalement certaines évolutions, oui. Voilà. Mais ça ne dit rien du caractère qualitatif du maintien. Voilà. Et donc, dans cette transformation, finalement, comment on peut essayer de l'évaluer, de la promouvoir d'une part et de l'évaluer ensuite? C'est pas complètement la joie de ce point de vue-là. Et là, d'abord parce que c'est une question qui est un peu pointue pour moi. Je dois l'avouer. Hein, donc, je devrais dire que je ne sais pas. Et deuxièmement, ce que j'en ai entendu, c'est que c'est très difficile d'établir finalement et les augmentations de teneur en matière organique et surtout leur stabilité. Or, si on veut que les compensations de carbone prennent en compte ce qui se passe dans les sols, on a besoin d'indicateurs de meilleure qualité que ceux qu'on a. Certaines boîtes commencent à vendre des indicateurs de la matière organique dans les sols, mais on n'est pas encore très content de ça et ça nécessite de la recherche. Mais moi, je vais vous dire, vous êtes en région méditerranéenne, en gros. Alors, je sais qu'il y a des trams qui passent régulièrement, mais vous franchissez la rue et vous rentrez juste là en face, à l'IRD. Vous avez des spécialistes des sols méditerranéens. Et je pense qu'eux, ils pourraient répondre à cette question pour savoir s'il existe déjà des outils ou pas. Vous voyez, typiquement, l'IRD a quand même une compétence méditerranéenne très forte, et puis pour avoir été au conseil scientifique de l'IRD, donc avoir souvent été à cet endroit-là, même si j'ai peiné infiniment à le retrouver aujourd'hui, en arrivant, à l'IRD, il y a en plus une très très belle compétence sur les sols. Un peu à l'ancienne, celle qu'on a oubliée. Et franchement, c'est à eux qu'il faut demander. Pardon de ne pas savoir répondre. Non, mais je crois que la réponse est un peu complexe quand même. Oui, mais comme tout ce qu'on n'a pas, en fait, encore beaucoup étudié, votre question est un peu nouvelle quand même. Les pédologues, ça ne s'était jamais posé comme ça. Ah non, c'est sûr. C'est sûr, mais on se rend compte que vouloir préserver les sols ne suffit pas, en fait, puisqu'il faut agir pour redonner l'alimenter, etc. Donc, avoir une exigence, finalement, qualitative sur l'intervention sur les sols. Et donc, si on doit, puisqu'on a un pouvoir réglementaire au niveau régional avec le SRADET, si on veut mettre des règles qui permettent d'orienter l'action soit des agriculteurs, soit de tous ceux qui agissent sur le foncier en donnant une règle vertueuse, il faut qu'on trouve à la fois le bon angle d'attaque de la contrainte qu'on va mettre, puisqu'une règle c'est une contrainte, de l'indication, et qu'on puisse l'évaluer. Voilà. Mais ça, c'est très important aussi de le décliner en régional, parce que vous voyez, le type de matière organique qui va être stable dans vos sols ou dans les sols de Normandie ne va pas être le même. Ah, c'est ça. Moi, j'ai dans l'idée qu'avec l'humidité des sols normands, on aura une plus grande stabilité de la première matière organique venue, alors que chez vous, ça respire bien, c'est souvent sec, enfin, au moins à certaines périodes. Et là, on aura intérêt à avoir plus de composants récalcitrants à la décomposition, peut-être une matière organique plus carbonée, une matière organique plus riche en lignine. Vous voyez, donc... En plus, je pense que la solution, elle se décline par type de sol, sachant qu'une région a souvent plusieurs types de sols, mais pas non plus tous les types de sols possibles. Et sur ce propos général, je crains de ne pas avoir plus de choses à vous dire d'intéressantes. Ok, ben merci quand même. On arrive à midi tapante, on est exceptionnellement ponctuel, contrairement au début qui a été un peu compliqué. Yvon, tu voulais poser une question? Ah non, je sais pas, comme j'ai raté toutes les questions, je ne sais pas. J'ai peur de faire une redite. On a des retours très positifs directement dans le chat, mais midi arrivant, beaucoup de personnes sont obligées de se déconnecter. Du coup, vraiment, merci. Alors, Dominique Rollin. Juste une chose peut-être, sur le site web que je vous ai indiqué, je mets, en violation de tous les copyrights possibles, je mets tous les articles scientifiques et de vulgarisation au bout de quelques mois. Donc, il y a plusieurs centaines d'articles, ma production, 30 ans, à télécharger. On m'a demandé une bibliographie un petit peu, donc je ferai un premier recensement parce que j'ai pris quelques notes et puis j'avais fait quelques recherches en amont, mais éventuellement je vous solliciterai pour compléter. Pour un accès assez direct, mais sans biblio, parce que c'est très narratif et romancé, enfin romancé, et c'est très écrit, il y a les deux livres que j'ai présentés sur donc Jamais seul et L'origine du monde. Mais après, donc sur ce site web, il y a plein de choses à télécharger si on veut approfondir tel ou tel point.
Vous avez fait beaucoup de vidéos et d'interventions aussi Oui. disponibles facilement. Et il y a plein de vidéos, et ça c'est gratuit, Ouais. en ligne sur Internet. Et puis il y a ma page Facebook où j'annonce tout ce qui se fait au fur et à mesure. Et vous retrouverez notamment, normalement dans le monde d'aujourd'hui, mais là avec l'actualité, on n'est pas sûr de ne pas être décalé d'un jour ou deux. Vous verrez que j'ai opéré la jonction avec des collègues du GIEC pour pousser un coup de gueule sur l'enseignement des sciences. Mais ça, on le fait tous les 3 mois, en fait, si vous observez bien. Et donc, normalement, il y aura une tribune dans le monde. Là. Ah, parfait. Il y a eu d'ailleurs un numéro du JDD la semaine dernière où il y avait une page entière sur ces problèmes-là. Une dernière question. Vous avez évoqué tout à l'heure la manifestation à Rouen, si je me souviens. Naturellement. Voilà, sur finalement la question de la nature en ville. Est-ce que là, il y aura des documents accessibles pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à Alors, ce Rouen? sera retransmis en ligne et ensuite ce sera stocké sur Internet, bien sûr. Alors, il y aura des écologues, des biologistes, mais aussi des philosophes, des sociologues. On va voir Gilles Clément qui vient, Isabelle Autissier, enfin, voilà, on essaie d'avoir des regards croisés. Hein. C'est pas une réunion technique. Et il faut soutenir Biogé. Parce qu'aujourd'hui, Biogé, c'est le CERN extérieur de ses yeux. D'accord? Il n'y a pas de personnel. C'est le soir entre 11h30 et 1h du matin. Et c'est quelque chose que je fais parce que j'ai un enfant. C'est pas pour moi. Donc, pendant qu'il dort, j'essaie de faire en sorte que demain, il ait la chance de vivre dans un environnement aussi intéressant ou qui nous réserve autant de possibilités que celui dans lequel moi j'ai vécu. Et je sais que c'est pas donné. C'est sûr. Bien. C'est une conclusion moins optimiste que ce qu'on... Non, mais il faut se battre pour justement. Oui, Et pour l'avenir. très bien. Merci beaucoup. Il y a des choses à faire. On va clôturer. Je vais couper l'enregistrement et la rediffusion. Merci beaucoup à tous. Désolé Dominique, mais on a trop avancé dans le temps. Et Couper le sifflet à Dominique. Pardon. Et voilà, et je vous remercie. Je crois que la prochaine conférence Savoir partager, ce sera le 5 mai sur un sujet complètement différent. Ce sera sur la cybercriminalité et les risques liés aux cyberattaques. Ce sera le 5 mai. Je vous remercie.